Je me tenais devant la porte des bureaux et j'ai entendu mon mari dire à sa secrétaire: « Ma femme ne sait pas encore que j'ai déposé une demande de divorce, j'ai discrètement vendu toutes mes 59% d'actions. » Je me tenais devant la porte du bureau et j'ai entendu mon mari dire que ma femme ne savait toujours pas que j'avais demandé le divorce. J'ai regardé sa secrétaire sourire d'un air suffisant. Je n'ai pas fait de crise de jalousie, mais j'ai discrètement bloqué mes 59% d'actions de l'entreprise. Le lendemain, toute l'entreprise a été témoin d'un démasquage terrifiant. Je suis rentré à Paris un jour plus tôt que prévu. Le voyage d'affaires à Lyon s'était conclu favorablement et en avance. Je devais rester une soirée supplémentaire pour dîner avec nos partenaires, mais pour une raison quelconque, j'ai ressenti une agitation intérieure cet après-midi-là. C'était peut-être parce que la semaine prochaine marquait notre 10e anniversaire de mariage, celui de Louis Dubois et moi. 10 ans, ce n'est pas une vie, mais c'est assez long pour qu'une femme place sa jeunesse, sa confiance, et même sa chair et son sang entre les mains d'un homme. Mon nom est Jeanne Moreau. J'ai 36 ans et je suis la présidente du conseil d'administration de Moreau Holdings. Les gens de l'extérieur disaient souvent que j'avais de la chance d'avoir un mari aussi talentueux et élégant, qui savait gérer une entreprise et se tenait toujours aux côtés de sa femme lors des grands galas d'entreprise. Ils ne connaissaient pas la vérité. Il y a 10 ans, Moreau Holdings n'était qu'un bureau loué de 40 mètres carrés, niché dans une petite ruelle de Montmartre. J'ai vendu la maison que ma mère m'avait laissée, j'ai rassemblé chaque centime de mes économies et j'ai contracté des prêts bancaires pour bâtir cette entreprise à partir de rien. Pendant ce temps, Louis n'était qu'un directeur des ventes au chômage. Il me serrait dans notre appartement étouffant et non climatisé et disait qu'il ne me trahirait jamais. Il m'a supplié de lui faire confiance une seule fois, promettant de me donner une vie de paix en retour. Je l'ai cru. Je l'ai tellement cru que lorsque l'entreprise a grandi, je me suis retiré et je lui ai donné le titre de directeur général afin qu'il puisse tenir tête à nos deux familles. Je l'ai tellement cru que je lui ai transféré une partie de mes propres actions. J'ai fait cela simplement parce qu'il avait une fois tristement mentionné que tout le monde à l'entreprise m'appelait la fondatrice. Tandis qu'il se sentait comme un homme qui profitait de sa femme, je lui ai fait tellement confiance que pendant des années, j'ai géré les réunions les plus difficiles, les prêts les plus lourds et les refus de clients les plus douloureux. Juste pour qu'il puisse se présenter aux cérémonies de signature avec un sourire impeccable et un costume sur mesure coûteux. Cet après-midi-là, j'ai sorti ma petite valise de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans mon sac se trouvait une boîte de macarons artisanaux qu'il avait dit être ses préférés lors de notre premier voyage d'anniversaire à Saint-Tropez. Je ne lui avais pas dit que je rentrais à la maison. Je voulais voir la surprise dans ses yeux et l'entendre me gronder gentiment de ne pas l'avoir appelé pour qu'il vienne me chercher. Je pensais que j'ouvrirais la porte du bureau du PDG, que je poserais la boîte de macarons sur son bureau, que je le serrerais dans mes bras par derrière et que je lui dirais que le contrat était signé. Cette année, l'entreprise pourrait se libérer d'un fardeau financier énorme. Je pensais que nous pourrions encore vieillir ensemble. Même si, ces dernières années, il était devenu plus occupé et plus froid, nos dîners partagés étaient devenus moins fréquents et ses appels téléphoniques plus courts. Mais certaines portes ne sont pas censées s'ouvrir à la joie. Certaines portes n'ont besoin que d'être entr'ouvertes d'un petit millimètre pour effondrer toute une vie de confiance. Je suis arrivé au siège de Moreau Holdings, à La Défense, vers 19h. Le bâtiment de bureau était encore très éclairé. Les vitres reflétaient les lumières de la ville qui s'allumaient en dessous. Lorsque la réceptionniste m'a vu, elle a sursauté et s'est levée d'un bond. Elle m'a dit qu'elle pensait que je ne reviendrais que le lendemain. J'ai souri et j'ai fait un signe de la main pour lui indiquer de ne pas annoncer mon arrivée. Je lui ai dit que j'étais rentré plus tôt. J'ai demandé si Louis était toujours à l'étage. Elle a confirmé qu'il l'était. Elle a dit que Monsieur Dubois et Chloé Martin étaient toujours dans le bureau du PDG. En entendant le nom de Chloé, j'ai marqué une légère pause. Elle était la secrétaire personnelle de Louis et avait rejoint l'entreprise il y a 3 ans. Elle était jeune, belle et pleine de tact. Elle portait toujours des chemisiers blancs parfaitement ajustés et parlait d'une voix aussi douce que l'eau. Je ne l'aimais pas, mais je ne lui avais jamais causé de problème. Je me suis toujours dit qu'une femme d'affaires ne devait pas être mesquine envers la secrétaire de son mari.
Je me suis dit que la confiance était le strict minimum qui restait dans un mariage. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 26e étage. Le couloir était recouvert d'une épaisse moquette, de sorte que le bruit de mes talons hauts se dissolvait pratiquement dans l'air. Plus je m'approchais du bureau du PDG, plus j'entendais des rires doux. La porte n'était pas complètement fermée. Elle était juste entr'ouverte. J'ai levé la main pour frapper, mais ma main s'est arrêtée en l'air. Par l'étroite fente, j'ai vu Louis debout à côté de son bureau. Les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits et le tissu était tiré de manière désordonnée d'un côté. Chloé se tenait intimement près de lui, la tête légèrement baissée, ses mains pâles ajustant lentement sa ceinture. Le mouvement était trop naturel, trop intime, trop familier. Il semblait s'être répété d'innombrables fois. Je me suis arrêtée net. À ce moment-là, je n'ai pas entendu le bourdonnement de la climatisation, la circulation de la ville en contrebas, ni même mon propre battement de cœur. J'ai seulement vu les lèvres de Louis se courber vers le haut. Sa voix est devenue grave, paresseuse et satisfaite. Il lui a demandé si elle avait fini, ajoutant que si elle était si lente, quelqu'un pourrait entrer. Chloé a ri, sa voix geignarde et aguicheuse. Elle lui a demandé s'il avait toujours peur que les gens les voient, le taquinant en disant que le PDG du bois n'avait pas peur il y a un instant. Je pensais avoir atteint la limite absolue de ma douleur. Mais la phrase suivante de Louis a été le véritable couteau planté directement dans ma poitrine. Il s'est penché près de son oreille et a parlé très doucement, mais le couloir était mortellement silencieux. Chaque mot m'a transpercé les oreilles aussi clairement que du verre brisé. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, disant que sa femme ne savait toujours pas qu'il avait déjà finalisé les papiers du divorce. Il a gloussé, disant qu'elle pensait toujours qu'elle était l'officielle, légalement reconnue Madame Dubois. La boîte de macarons dans ma main a failli glisser sur le sol. Papier de divorce. Lui et moi n'avions jamais été au tribunal. Je n'avais jamais signé de requête en divorce. Selon la loi française, personne ne peut divorcer discrètement d'un conjoint vivant et légalement compétent sans qu'il soit signifié ou qu'il comparaisse devant un juge. Alors, quels étaient ces papiers de divorce ? Il parlait d'un document forgé, d'un faux décret pour tromper Chloé, ou d'une sombre conspiration qu'il préparait derrière mon dos depuis longtemps. Le sang dans mes veines s'est glacé, goutte à goutte. Je voulais pousser la porte et faire irruption. Je voulais gifler l'homme que j'avais aimé. Je voulais lui demander pourquoi. Pourquoi avais-je vendu ma maison pour bâtir cette entreprise avec lui ? Pourquoi avais-je enduré les insultes cruelles de sa mère parce que je n'avais pas d'enfant ? Pourquoi avais-je ignoré chaque fois qu'il rentrait tard en sentant un parfum étrange ? Et pourtant, au final, tout ce que j'ai reçu, c'est une phrase affirmant que sa femme ne savait rien. Mais alors que ma main touchait la poignée de porte, je l'ai lâchée. Non, je ne pouvais pas me permettre de devenir une femme hurlante et hystérique devant une maîtresse. De plus, je ne pouvais pas laisser Louis savoir à quel point j'avais entendu. Un homme qui avait le culot de simuler son amour pour moi pendant 10 ans ne cachait certainement pas qu'une seule femme dans son bureau. Derrière ce sourire élégant, il y avait sans aucun doute des secrets bien plus sales. J'ai reculé d'un pas, mon dos heurtant le mur froid au bout du couloir. J'ai serré la boîte de macarons contre ma poitrine. Mes ongles se sont enfoncés si profondément dans le papier d'emballage qu'ils ont fait un léger froissement. J'avais terriblement peur que si je baissais ma garde ne serait-ce qu'une seconde, toute ma force s'effondre sur le sol avec ma dernière once de dignité. Je me suis retournée et j'ai marché vers l'escalier de secours. La lourde porte en acier s'est refermée derrière moi, coupant les rires du bureau. L'espace était sombre et glacial. L'odeur de vieille peinture, de poussière et de métal humide se mêlait, me donnant la nausée. J'ai agrippé la main courante, essayant de respirer lentement et profondément. Des larmes ont monté, mais j'ai refusé de les laisser couler. À quoi bon pleurer ? Pleurer ramènerait-il 10 ans ? Pleurer ferait-il honte à cet homme ? Non. La personne qui méritait d'être ruinée n'était pas moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocat personnel. Maître David Leclerc était avec Moreau Holdings depuis l'époque où l'entreprise n'avait même pas de service juridique. Il comprenait la structure des actions de l'entreprise, tous les accords entre Louis et moi,
et même les choses que j'avais cachées parce que je pensais que les conjoints ne devaient pas être trop calculateurs. Le téléphone a sonné 2 fois avant que David ne décroche. Il a demandé si j'étais déjà de retour à Paris. J'ai entendu ma propre voix, si calme, qu'elle m'a semblé étrangère. J'ai dit à David que j'avais besoin qu'il fasse quelque chose pour moi ce soir. Il m'a dit de continuer. J'ai dit que je voulais transférer l'intégralité de mes 59% d'actions de contrôle dans Moro Holdings vers la structure de fiducie de secours que nous avions précédemment rédigée. Je lui ai dit de le faire discrètement et légalement, en s'assurant que Louis Dubois ne le découvre pas avant que les formalités soient finalisées. L'autre bout du fil est resté silencieux pendant quelques secondes. Il m'a demandé si j'étais sûre. Il m'a rappelé que c'était la participation de contrôle de l'entreprise. Si nous déclenchions ce protocole, Louis n'aurait aucun moyen d'utiliser son autorité exécutive pour interférer avec mes capitaux propres. David a dit qu'il savait que quelque chose devait s'être passé. J'ai fermé les yeux. L'image des mains de Chloé sur la ceinture de mon mari a défilé devant mes yeux avec cette phrase glaçante. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de demander. Il avait juste besoin d'exécuter l'ordre. Je lui ai ordonné d'envoyer un auditeur pour examiner tous les registres de capitaux propres de l'entreprise, le contrat supplémentaire de 3e année, notre accord postnuptial et les droits de signature sur tous les comptes d'entreprise. Je lui ai dit que je voulais que tout soit fermement entre mes mains demain matin. Maître Leclerc n'a pas posé d'autres questions. Il a simplement dit qu'il s'en occuperait immédiatement. J'ai raccroché le téléphone et je me suis appuyé contre le mur. La boîte de macarons était dans ma main, ses bords complètement écrasés. Je l'ai regardé longtemps et j'ai ri. C'était un rire sec, creux, si doux qu'il était à peine un son. Mes 10 ans de mariage s'étaient avérés moins chers qu'une boîte de souvenirs rapportée d'un voyage d'affaires. Je suis descendu les escaliers de secours pas à pas. Chaque pas résonnait froidement dans le vide le plus total. Je n'étais plus l'épouse empressée qui rentrait tôt pour surprendre son mari. Je n'étais plus non plus la Jeanne Moreau qui croyait que tant qu'elle serait assez bonne, assez patiente et assez sacrifiée, son mariage serait paisible. Ce soir, Louis Dubois pouvait encore tenir Chloé dans le bureau du PDG que j'avais payé pour louer. Il pouvait encore lui chuchoter que sa femme ne savait rien. Mais il ne savait pas que la femme qu'il pensait pouvoir tromper toute sa vie s'était tenue juste devant cette porte et avait entendu chaque mot. Il ne savait surtout pas que les 59% d'actions qu'il convoitait le plus lui échappaient silencieusement. J'ai levé les yeux par la petite fenêtre de l'escalier. Dehors, la ville brillait encore de lumière. Les voitures roulaient toujours à toute vitesse dans les rues humides et illuminées. Paris n'a jamais arrêté pour la douleur d'une personne. Par conséquent, je ne pouvais pas arrêter non plus. Demain, je reviendrai à l'entreprise, non pas pour lui demander pourquoi, mais pour lui faire savoir que trahir la femme qu'il avait élevée au sommet était la plus idiote erreur de sa vie. Le lendemain matin, j'ai enfilé le costume noir que Louis avait dit une fois me rendre trop intimidante. Je suis restée longtemps devant le miroir, regardant la femme dans le reflet. Ses yeux étaient légèrement rouges, mais son visage ne portait aucune trace de faiblesse. Je n'avais presque pas dormi la nuit dernière. Maître m'avait envoyé tous les documents scannés, toutes les confirmations de transfert et toutes les autorisations de signature révoquées. À 7 heures du matin, mes 59% de participation avaient été placés dans un mécanisme de protection que Louis ne pouvait pas toucher. Il pensait toujours qu'il était assis sur un trône dans mon entreprise. Il ne savait pas que les fondations sous ses pieds avaient déjà commencé à se fissurer. Je suis arrivée à Moro Holdings à 9 heures précises. La réceptionniste m'a vue et s'est précipitée pour se lever. Elle a dit nerveusement qu'elle pensait que je n'avais des réunions que pour aujourd'hui. J'ai posé mon sac de créateur sur le comptoir, ma voix parfaitement calme. Je lui ai dit, non, j'étais ici pour voir le PDG Dubois. Son visage est instantanément devenu pâle. Je savais que toute l'entreprise pensait que j'étais encore à Lyon. C'était très probable. Quelques personnes avaient trop l'habitude de voir Chloé entrer dans le bureau de Louis après les heures de bureau, alors quand elles m'ont vu apparaître soudainement, elles ont paniqué encore plus que les coupables eux-mêmes. Je n'ai pas posé d'autres questions et je suis allée directement à l'ascenseur. Les portes en acier reflétaient mon visage, froid et inconnu. Dans le passé,
chaque fois que j'entrais dans l'entreprise, j'avais toujours l'impression de rentrer chez moi. Aujourd'hui, cependant, j'avais l'impression d'une propriétaire rentrant pour nettoyer une maison qui avait été polluée par des intrus. La porte du bureau du PDG était fermée à double tour. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte grande ouverte. La scène devant mes yeux ne m'a pas choquée comme la nuit précédente, mais elle était tout de même suffisante pour me donner la nausée. Chloé était assise sur l'accoudoir de la chaise de Louis, tenant une tasse de café juste à ses lèvres. Louis était penché en arrière dans sa chaise, souriant incroyablement tendrement. C'était un genre de sourire que je ne l'avais pas vu me donner depuis très longtemps. En entendant la porte s'ouvrir, ils ont tous les deux tourné la tête. La tasse de café dans la main de Chloé a tressailli, répandant du liquide noir partout sur le tapis coûteux. Louis a sauté, son visage décoloré. Il a balbutié, demandant pourquoi j'étais de retour. J'ai levé les yeux vers lui, puis j'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle a rapidement glissé de l'accoudoir, redressant sa blouse, ses lèvres tremblantes sans former un mot. Je suis entrée et j'ai posé mon sac à main sur son bureau. Le bruit du cuir heurtant le bois a résonné fortement. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Devais-je prévenir à l'avance pour revenir dans ma propre entreprise ? Louis a forcé un sourire, mais le coin de sa bouche a tressailli de manière incontrôlable. Il a dit qu'il ne voulait pas dire cela. Il était juste surpris. Il a demandé si j'étais fatiguée du voyage et pourquoi je ne l'avais pas appelé pour qu'il vienne me chercher. J'ai tiré une chaise en face de lui et j'ai lentement croisé les jambes. Sous cet angle, je pouvais voir la plaque nominative indiquant « Directeur général Louis Dubois », placée soigneusement sur le bureau. J'avais personnellement commandé cette plaque pour lui l'année où l'entreprise a emménagé dans ce bâtiment. À l'époque, je pensais que sa gloire était aussi ma gloire. Maintenant, en la regardant, je trouvais cela juste risible. Chloé a tressailli de terreur. Je lui ai dit de me préparer une tasse de café. Noir, sans sucre, sans lait. Elle a regardé Louis, implorant de l'aide. Louis s'est immédiatement avancé, essayant de jouer les médiateurs. Il a dit, « Tu dois être fatigué du voyage » et a proposé d'appeler un autre assistant pour le faire. J'ai levé les yeux et je l'ai fusillé du regard. Je lui ai demandé si mes paroles n'avaient plus aucun poids dans cette entreprise. La pièce entière est tombée dans un silence de mort. Louis a dégluti difficilement. Il savait très bien que plus j'étais calme, plus la situation était grave. Finalement, il s'est tourné vers Chloé et a baissé considérablement la voix, lui disant d'aller faire le café. Chloé a gardé la tête baissée et est sortie. Mais avant qu'elle ne ferme la porte, j'ai vu que ses yeux ne contenaient pas seulement de la peur, mais aussi un profond ressentiment. Une secrétaire trop longtemps choyée a vraiment commencé à croire qu'elle était la maîtresse de maison. Malheureusement pour elle, elle s'était trompée de maison. Dès que la porte s'est refermée, Louis a immédiatement contourné le bureau pour essayer de me prendre la main. Il m'a supplié d'écouter son explication, affirmant que les choses n'étaient pas ce que je pensais. Il a dit que Chloé était juste. J'ai retiré ma main avant qu'il ne puisse me toucher. J'ai dit qu'elle était juste une secrétaire si dévouée qu'elle s'asseyait sur son accoudoir et lui donnait du café. Son visage s'est figé. Il m'a dit de ne pas parler si durement. Il a dit qu'il était un homme et que dans le monde réel, il y avait parfois du réseautage social. J'ai terminé sa phrase. Du réseautage social au point de déposer de faux papiers de divorce derrière le dos de sa femme. Au moment où ces mots sont tombés, chaque goutte de sang a disparu du visage de Louis. Il m'a regardé d'un air absent, les yeux grands ouverts comme si quelqu'un l'étranglait. Dans cette fraction de seconde, j'ai su que j'avais deviné juste. S'il était vraiment innocent, il aurait été en colère, mais là, il n'était que terrifié. Il m'a demandé qui répandait de si vilains mensonges. J'ai souri. Je lui ai demandé si cela importait qui le disait ou si cela importait que ce soit vrai. Il a reculé d'un demi-pas, sa main agrippant inconsciemment le bord du bureau. Il l'a nié, disant que rien de tel n'existait. Il a affirmé que quelqu'un essayait de détruire notre mariage et m'a supplié de ne pas le croire. Je me suis levée et j'ai marché vers la grande baille vitrée derrière lui. En bas, la ville continuait son mouvement frénétique.
J'étais restée ici avec lui le jour où l'entreprise avait ouvert son nouveau siège. Il m'avait passé le bras autour des épaules et m'avait dit que tout ce que nous avions aujourd'hui était la preuve de notre amour. Il s'avère que plus les vœux sont beaux, plus ils empestent quand ils pourrissent. Je me suis retournée pour le regarder. Je lui ai dit que ce soir à 19h, nous irions chez sa mère. Je voulais l'entendre expliquer les papiers du divorce. Le visage de Louis s'est tordu de panique. Il a dit que ce n'était pas nécessaire. Il a plaidé que sa mère était âgée et m'a demandé de ne pas l'inquiéter. J'ai ramassé mon sac à main et je suis passée devant lui. Je lui ai dit que s'il ne se présentait pas, j'enverrais un avis juridique formel directement chez elle par l'intermédiaire de mon avocat. Il est resté paralysé derrière moi. Je n'ai pas tourné la tête car je savais que ce jeu ne faisait que commencer et que la personne qui allait trembler ne serait pas lui seul. J'ai quitté l'entreprise sans me retourner. Dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré sans cesse. Louis m'a appelé 3 fois, puis m'a envoyé un message. Il m'a supplié de ne pas perdre mon sang-froid, promettant de tout m'expliquer ce soir. Il a juré que cela n'avait rien à voir avec sa mère et m'a supplié de ne pas dramatiser les choses. J'ai fixé les mots qui apparaissaient sur l'écran. Au fond de moi, je ne ressentais qu'un amusement glacial. L'homme qui avait autrefois juré de me protéger de la pluie et du vent avait maintenant seulement peur que j'entraîne sa mère dans la fosse de boue que les deux avaient creusée eux-mêmes. Je n'ai pas répondu. J'ai ramené ma voiture à mon appartement privé à Saint-Germain-des-Prés, j'ai enfilé un autre tailleur pantalon et j'ai légèrement retouché mon maquillage pour masquer les cernes sous mes yeux. Ce soir n'était pas un dîner de famille. Ce soir était le premier acte d'un procès qui ne nécessitait pas de juge. À 18h45 précise, j'ai garé ma voiture devant la vaste demeure à Versailles. Ce domaine de 3 étages était un cadeau que j'avais acheté à ma belle-mère la 3e année de notre mariage. C'était juste après que Moreau Holdings ait signé son premier contrat majeur d'une valeur de près de 3 millions d'euros. À ce moment-là, Hélène Dubois, la mère de Louis, m'a pris les mains et a pleuré jusqu'à ce que ses yeux soient complètement rouges. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas mise au monde, mais que j'étais plus dévouée à elle qu'une fille biologique. J'avais cru ses larmes. Je les avais tellement crues que l'acte de propriété du domaine avait été mis à son nom. Je n'avais conservé qu'un accord de procuration de biens que maître Leclerc m'avait forcé à signer comme filet de sécurité. À l'époque, j'avais même réprimandé David pour être trop paranoïaque. En y repensant maintenant, sans cette paranoïa, la famille Dubois m'aurait dévoré et avalé jusqu'aux os aujourd'hui. Au moment où j'ai coupé le moteur, la voiture de Louis a accéléré derrière moi. Il est sorti de la voiture précipitamment. Sa chemise n'était pas correctement boutonnée et son visage était pâle d'anxiété. Il m'a supplié de l'écouter d'abord, disant que sa mère ne savait pas grand-chose et m'a prié de ne pas l'agiter. Je l'ai regardé. Je lui ai demandé s'il avait peur qu'elle s'agite ou peur qu'elle dise des choses qu'il ne lui avait pas encore expliquées. Il a serré les lèvres. Il a tendu la main pour me tirer, mais j'ai reculé d'un pas. Je lui ai ordonné de ne pas me toucher. Le visage de Louis a légèrement tressailli. Il détestait que ma voix devienne aussi froide car chaque fois que cela se produisait, il savait que j'avais pris une décision et que je ne reviendrais pas en arrière. J'ai sonné à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Ma belle-mère se tenait à l'intérieur, vêtue d'un ensemble de salon en soie violet foncé et du collier de perles que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Quand elle m'a vue, un sourire radieux a immédiatement fleuri sur son visage, mais ses yeux se sont rapidement portés sur Louis derrière moi. Elle m'a accueilli chaleureusement, feignant la surprise de mon retour. Elle m'a invité à entrer, disant qu'elle avait préparé un bœuf bourguignon maison traditionnel pour moi. Elle a dit que je devais être épuisée de mon voyage d'affaires. Je suis entrée dans la maison. L'odeur riche du bœuf et des herbes remplissait le salon. La table à manger était dressée avec tous les plats que j'aimais autrefois. Si c'était le passé, j'aurais été touchée, pensant qu'elle se souvenait encore de mes préférences. Mais aujourd'hui, cette attention me semblait juste une épaisse couche de maquillage couvrant un visage trompeur. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le canapé. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de dresser la table. Je lui ai dit que je n'étais pas venue ici pour manger aujourd'hui.
Le sourire sur le visage d'Hélène s'est figé. Elle a demandé de quoi je parlais. Elle a dit que si un mari et une femme avaient des problèmes, ils devaient en parler lentement plutôt que d'entrer dans la maison avec un visage lourd et en colère. Louis est rapidement intervenu. Il a affirmé que j'étais juste fatiguée et a dit qu'il me parlerait. Je me suis tournée vers lui. Je lui ai dit qu'il en avait assez dit. C'était maintenant au tour de sa mère de parler. Hélène a claqué le bol de ragoût sur la table. Le bruit de la porcelaine heurtant le verre a résonné durement. Elle a demandé avec colère si j'interrogeais ma belle-mère. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais une femme qui avait réussi et que j'avais de l'argent, mais qu'en tant qu'épouse, je devais connaître ma place. Elle s'est plainte que Louis passait toute la journée à gérer l'entreprise pendant que j'étais constamment en voyage d'affaires, laissant la maison froide et vide. De plus, elle a ajouté que je n'avais même pas réussi à donner un petit enfant à cette famille. Elle a dit que s'il était un peu fatigué et que je ne le plaignais pas, je n'avais certainement pas le droit de venir ici et de faire une scène. Je l'ai regardé longtemps. Il s'avérait que c'étaient les mots qu'elle avait gardés dans son cœur pendant des lustres, attendant juste l'occasion de me les jeter à la figure. Le fait que j'ai perdu mon premier enfant parce que je m'étais jetée à corps perdu pour sauver un contrat crucial pour l'entreprise. Le fait que les médecins aient dit qu'il me serait très difficile de concevoir à nouveau. Le fait que je sois restée à l'hôpital pendant 3 jours et que Louis ne soit venu me voir qu'un après-midi parce qu'il était occupé à rencontrer des investisseurs. À leurs yeux, tous ces sacrifices se résumaient finalement à une phrase. Je ne leur avais pas donné de petit enfant. Je lui ai lentement demandé si c'était la raison pour laquelle elle avait laissé son fils falsifier de faux papiers de divorce derrière mon dos. L'air du salon s'est instantanément figé. Les yeux d'Hélène se sont écarquillés et là maintenant la cuillère de service a légèrement tremblé. Louis se tenait derrière moi. Sa respiration était visiblement plus lourde. Il a essayé de parler. Je l'ai interrompu, lui disant de laisser sa mère parler. Hélène m'a regardé, puis a regardé Louis. Ce seul regard m'a suffi à comprendre. Non seulement elle savait, mais elle était le cerveau qui le poussait à le faire. Un long moment plus tard, elle a laissé échapper un rire moqueur. Elle a dit agressivement oui, elle savait. Et alors ? Elle a dit, puisque je l'ai déjà entendu, elle serait directe. Elle a déclaré que la famille Dubois ne pouvait pas laisser sa lignée s'éteindre. Elle m'a dit que si je ne pouvais pas avoir d'enfant, je devais connaître ma place et m'écarter. Elle a fait valoir que Louis était encore jeune et avait besoin d'un fils pour perpétuer son héritage. Elle m'a accusé de thésauriser le titre de présidente, l'argent et l'entreprise, mais de ne pas lui avoir donné un vrai foyer. J'ai ressenti une vive douleur dans mon cœur. Mais à l'extérieur, je suis restée parfaitement calme. Je lui ai demandé qui avait acheté cette maison. Elle s'est étouffée. Je lui ai demandé qui avait acheté la Mercedes que Louis conduisait. Je lui ai demandé qui payait ses vacances de luxe à Singapour et en Europe chaque année. Je lui ai demandé qui lui avait offert les bijoux qu'elle portait au cou. Et je lui ai demandé qui avait bâti l'entreprise qui permettait à son fils de s'asseoir dans le fauteuil de PDG. Le visage d'Hélène est devenu cramoisi. Elle m'a crié de ne pas utiliser mon argent pour opprimer les gens. Elle a ajouté avec méchanceté qu'une femme avec beaucoup d'argent qui ne pouvait pas se reproduire était inutile. Louis est devenu pâle. Il a supplié sa mère d'arrêter de parler. J'ai laissé échapper un rire très doux. Non, lui ai-je dit. Laissez-la continuer à parler. Plus elle parlait, moins je me sentirais coupable. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le numéro de Maître Leclerc et je l'ai mis sur haut-parleur. J'ai dit, David, à partir de ce soir, vérifie tous les biens que j'ai placés au nom d'Hélène Dubois. Ce domaine de Versailles, la Mercedes, les 2 comptes de fiducie à son nom qui ont été financés par mes comptes personnels. Prépare les documents pour tout récupérer conformément à l'accord de procuration de biens. La voix de Maître Leclerc a retenti clairement. Il a dit oui. Les documents étaient déjà préparés. Il m'a assuré qu'une fois que j'aurais donné la confirmation, son équipe enverrait les avis juridiques dès demain matin. Le bol de ragoût dans la main d'Hélène est tombé sur le sol, se brisant en morceaux.
Louis m'a regardé comme s'il regardait une parfaite étrangère. Il m'a demandé si j'étais folle, me rappelant qu'elle était sa mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai rappelé que j'étais autrefois sa femme. Au moment où mes mots se sont éteints, le vaste salon est tombé dans un silence de mort. Des éclats de porcelaine gisaient aux pieds de ma belle-mère. Le bœuf bourguignon s'étalait sur le sol en pierre polie comme une tache qui ne pourrait jamais être nettoyée. Hélène m'a fusillé du regard, ses lèvres tremblantes de rage. Pourtant, pour la première fois en nos 10 années de famille, elle n'a pas pu trouver un seul mot pour me maudire. Louis se tenait entre elle et moi. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses yeux remplis d'un mélange de panique et de fureur. Il m'a supplié de ne pas pousser nos problèmes conjugaux trop loin. Il a admis qu'il avait tort et a dit qu'il en assumerait les conséquences, mais il m'a averti que si je touchais à sa mère, je brûlais définitivement les ponts entre nous. Je l'ai regardé et j'ai instinctivement ri. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment qu'il restait un pont à brûler après l'avoir entendu dire à sa secrétaire que sa femme n'était pas au courant du divorce. Ma belle-mère s'est immédiatement retournée pour faire face à Louis, ses yeux aussi acérés que des poignards. Elle a hurlé, lui demandant s'il m'avait vraiment laissé entendre cela. Juste cette seule phrase a suffi à tout confirmer. Je n'avais pas besoin de plus de preuves de leur bouche, mais je voulais quand même voir à quel point ils se débattraient avant de couler. Louis a serré les dents et a dit à sa mère de se taire. Hélène a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Elle a crié, lui demandant comment il osait crier sur sa mère à cause de cette femme. Je me suis lentement assise sur le canapé, j'ai sorti un mince dossier de mon sac à main et je l'ai posé sur la table basse. Le dossier était noir, ne contenant que quelques feuilles de papier, mais je savais que son poids était suffisant pour écraser toute la confiance de Louis. Je lui ai dit qu'avant qu'il ne continue à jouer leur tragédie mère-fils, je voulais qu'il regarde ceci. Louis a fixé le dossier. Ses mains tremblaient légèrement, mais il a quand même essayé de paraître calme. Il a demandé quelle était cette nouvelle ruse. Je lui ai dit de l'ouvrir et de voir par lui-même. Il a pris le dossier. Quand il a vu le texte sur la première page, son expression a changé instantanément. C'était l'accord supplémentaire d'équité que nous avions signé la 3e année de notre mariage. C'était le moment où je lui avais transféré 11% supplémentaires de mes actions afin qu'ils paraissent mieux aux yeux de nos partenaires commerciaux. À l'époque, Maître Leclerc avait insisté sur une clause de protection. La clause stipulait que si le mariage était dissous en raison de fautes graves de sa part, y compris l'adultère, la falsification de documents ou le transfert illégal d'actifs communs, les actions données seraient automatiquement révoquées. Alors que Louis lisait, des gouttes de sueur coulaient de son front. Il a murmuré que c'était impossible, affirmant qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé cela. J'ai calmement répondu qu'il ne s'en souvenait pas parce qu'il était trop extatique d'obtenir plus d'actions ce jour-là. Il était trop occupé à se vanter auprès de ses amis qu'il n'était plus seulement un employé travaillant pour sa femme. Il n'a même pas pris la peine de lire attentivement ce qu'il a signé. Il a levé la tête brusquement, les yeux injectés de sang. Il m'a accusé de lui avoir tendu un piège. Je me suis levée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que je me protégeais. La seule chose qui l'avait piégé était sa propre avidité. Hélène a arraché les papiers des mains de son fils, mais elle n'a pas pu comprendre pleinement le jargon juridique et les chiffres. Elle a pointé un doigt tremblant vers mon visage, me traitant de vicieuse. Elle m'a accusé de calculer contre leur famille depuis le tout début. Je me suis rapprochée d'elle, ma voix basse, mais chaque mot était clair et net. Je lui ai dit que si j'avais été calculatrice dès le début, cette maison ne serait pas à son nom. Si j'avais été vicieuse dès le début, son fils n'aurait pas été assis dans le fauteuil de PDG toutes ces années. Si je manquais de la moindre décence, j'aurais amené la police ici ce soir au lieu de simplement appeler mon avocat. Soudain, Louis s'est précipité et m'a attrapé le poignet. Il m'a supplié d'écouter. Il a affirmé que les faux papiers de divorce étaient l'idée de sa mère qui le poussait. Il a juré que Chloé n'était qu'un moment de faiblesse. Il a promis qu'il n'avait jamais vraiment voulu me quitter. Il a balbutié qu'il était juste sous pression à cause du problème de bébé, sous la pression de sa mère, et stressé par l'entreprise. Il m'a supplié de le laisser partir cette fois-ci. Il a promis de virer Chloé immédiatement.
Il a promis de rentrer à la maison avec moi pour que nous puissions recommencer. J'ai fixé sa main agrippant mon poignet. C'était la main qui avait essuyé mes larmes après ma fausse couche. Cette même main, pas plus tard que la nuit dernière, avait laissé une autre femme ajuster sa ceinture dans son bureau. J'ai senti mon estomac se tordre de dégoût. J'ai retiré ma main. Recommencer ? Je lui ai demandé ce qu'il allait utiliser exactement pour recommencer. Les faux papiers de divorce, la secrétaire dans le bureau, ou les insultes de sa mère concernant mon incapacité à avoir des enfants. Louis a eu l'air de suffoquer. Il a reculé, les épaules affaissées. Je lui ai dit que je lui donnais une nuit. J'ai ramassé mon sac. Je lui ai ordonné d'être à l'entreprise à 9 heures demain pour céder officiellement toute autorité exécutive. S'il ne se présentait pas, j'enverrai un avis de suspension à chaque service, chaque partenaire d'entreprise et chaque banque traitant avec Moro Holdings. Ma belle-mère a hurlé, me demandant comment j'osais faire ça à son fils. J'ai tourné la tête et je l'ai regardée. Je lui ai dit qu'elle devrait d'abord s'inquiéter pour elle-même. L'avis de reprise de possession de ce domaine lui serait remis en main propre demain matin. Je suis sortie par la porte. Derrière moi, la voix de Louis a appelé mon nom, rauque et désespérée, mais je ne me suis pas arrêtée. Dans l'allée, le vent nocturne a soufflé le long des haies taillées, glaciales. J'ai levé les yeux vers le ciel noir. Mon cœur ne tremblait plus comme la nuit dernière. Ce jeu avait commencé, et cette fois, c'était moi qui fixais les règles. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'entreprise plus tôt que d'habitude. Le ciel parisien commençait à peine à s'éclaircir. Le rayon de soleil matinal frappait la façade vitrée du bâtiment de Moro Holdings, froid et tranchant comme une lame. Je suis restée dans le hall quelques secondes, regardant le logo de l'entreprise, les couleurs, la police, chaque détail que j'avais personnellement choisi. Pendant 10 ans, cet endroit était mon rêve, ma chair et mon sang, ma fierté. Pourtant, après une seule nuit, j'ai réalisé que ce rêve avait été vidé de l'intérieur par la personne avec qui je partageais mon lit. À 10 minutes de 9 heures, je suis entrée dans la salle de réunion principale. Maître Leclerc était déjà là. À ses côtés se trouvait le chef du service juridique, le directeur des ressources humaines et 2 membres fidèles du conseil d'administration. Tout le monde était silencieux. Sur la table devant moi reposait la résolution suspendant Louis Dubois de ses fonctions de PDG, le protocole révoquant ses droits de signature et une liste de comptes bancaires de l'entreprise à geler immédiatement. J'ai posé ma main sur la pile de dossiers. Le papier froid contre ma paume me procurait une étrange sérénité. À 9 heures précises, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent. Louis entra. Il portait un costume bleu marine foncé que je lui avais acheté lors d'un voyage à Lyon. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et son visage tentait de projeter le calme, mais ses yeux injectés de sang et les cernes sous ceux-ci le trahissaient complètement. Juste derrière lui se tenait Chloé. Elle n'avait rien à faire ici. Mais clairement, Louis voulait l'utiliser comme bouclier ou peut-être comme une dernière provocation. Je l'ai regardé et j'ai déclaré que les réunions du conseil d'administration étaient interdites aux secrétaires personnels à partir de ce matin. Je lui ai ordonné de sortir. Chloé s'est raidie, ses lèvres rouges serrées. Elle a dit avec défi qu'elle était la secrétaire de Monsieur Dubois et qu'elle avait le devoir de prendre les minutes. Je l'ai coupée. Je lui ai dit qu'à partir de cet instant, elle n'était plus la secrétaire de personne dans cette entreprise. La pièce entière est tombée dans un silence de mort. Louis a claqué la main sur la table. Il m'a dit de ne pas dépasser les limites. Il a dit que nos problèmes personnels n'avaient rien à voir avec les affaires. J'ai glissé la résolution de suspension sur la table vers lui. Je lui ai dit de la lire avant de parler d'affaires. Il l'a prise. Après seulement quelques lignes, son visage est devenu cendré. Il a lu à haute voix les mots « suspension de fonction »,« révocation de l'autorité exécutive ». Il a exigé de savoir de quel droit je faisais cela. Je l'ai regardé longuement et j'ai répondu lentement. Je lui ai dit que je le faisais en ma qualité d'actionnaire fondatrice, de présidente du conseil d'administration et d'entité de contrôle légal de Moro Holdings. Il a laissé échapper un rire sec et tremblant. Il a demandé si j'avais oublié qu'il avait aussi des actions.
Il m'a dit qu'il n'était pas un employé de niveau intermédiaire que je pouvais simplement licencier sur un coup de tête. Maître Leclerc a posé un autre dossier sur la table, sa voix forte et claire. Il s'est adressé à Louis, déclarant que selon l'accord supplémentaire d'équité signé le 18 mai de cette année-là, les actions offertes par Mademoiselle Moreau lui seraient révoquées si une faute conjugale grave survenait, causant des dommages aux intérêts de l'entreprise. Maître Leclerc a déclaré: « Nous avons déjà des preuves préliminaires d'une liaison illicite sur le lieu de travail, d'un détournement d'actifs de l'entreprise et de transfert d'actifs frauduleux présumés. » Louis a tourné brusquement la tête vers David. Il lui a crié de se taire, disant qu'il n'était que mon avocat et n'avait pas le droit de le juger. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai diffusé l'enregistrement audio de la nuit précédente. La voix de ma belle-mère a résonné fortement dans la salle de réunion. La famille Dubois ne peut pas laisser sa lignée s'éteindre. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, tu dois connaître ta place et t'écarter, suivi des balbutiements de Louis et de l'aveu d'Hélène qu'elle était au courant des faux papiers de divorce. Le visage de Louis est passé du blanc au gris. Chloé se tenait près de la porte, les yeux paniqués, ne sachant si elle devait s'avancer ou s'enfuir. J'ai éteint l'enregistrement. Je lui ai dit que ce n'était que la première partie. J'ai dit que je ne voulais pas tout divulguer encore parce que je voulais lui épargner sa dernière once de dignité. Louis m'a regardé, sa voix s'est faite basse. Il m'a demandé si je voulais vraiment le pousser dans ses retranchements. J'ai senti ma gorge se serrer. Même maintenant, cet homme ne comprenait toujours pas. Je lui ai dit que je ne le poussais pas dans ses retranchements. Il avait lui-même brûlé son propre pont de retour. Je lui ai dit de signer la passation de pouvoir. Il a serré les dents et a demandé ce qui se passerait s'il refusait. J'ai jeté un coup d'œil à la directrice des ressources humaines et je lui ai dit d'envoyer immédiatement l'avis de suspension à l'échelle de l'entreprise et d'informer les banques de geler l'autorisation de Louis Dubois sur tous les comptes de l'entreprise. Louis s'est précipité et a arraché le stylo de la table, mais pas pour signer. Il a violemment jeté le stylo par terre, les yeux complètement injectés de sang. Il a crié mon nom, me disant de ne pas oublier qui avait diverti les clients et agi comme le visage de l'entreprise au cours des 10 dernières années. Il a demandé avec arrogance si je pensais que cette entreprise survivrait un jour sans lui. Je me suis levée. Chaque mot tombait lourd comme une pierre. Je lui ai dit que sans moi il y a 10 ans, il était encore un bon à rien au chômage. Cette phrase le frappa comme un coup physique. Il se figea sur place. Chloé fixait le sol avec honte. Je ne me réjouissais pas. Je ressentais juste une profonde tristesse. J'étais triste parce que jusqu'à ce tout dernier moment, la chose qu'il regrettait de perdre n'était pas moi, mais le trône qu'il était sur le point de perdre. Finalement, Louis a signé. Sa main tremblait tellement que sa signature était complètement illisible. Quand il a posé le stylo, j'ai su que son pouvoir au sein de Moreau Holdings s'était officiellement effondré. Mais à ce moment-là, le téléphone de Maître Leclerc a vibré. Il a regardé l'écran, son visage devenant incroyablement grave. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Il a dit: « L'équipe d'audit interne vient de découvrir 3 contrats de fourniture présentant des signes de détournement de fonds. Le montant était colossal, potentiellement supérieur à 1,2 million d'euros. » J'ai serré les poings. Il s'est avéré que la liaison n'était que de la poussière à la surface de la table. La vraie pourriture s'étendait bien plus profondément. J'ai regardé David. Dans cette fraction de seconde, tout le bruit de fond dans la salle de réunion a semblé s'estomper. 1,2 million d'euros. Ce chiffre n'était pas seulement de l'argent. C'était la sueur de centaines d'employés. C'était les nuits blanches que j'avais passées à examiner les contrats. C'était les fois où j'avais serré les dents et payé des taux d'intérêt bancaires exorbitants pour maintenir notre trésorerie en vie. Et pourtant, Louis, l'homme à qui j'avais confié le pouvoir exécutif, pouvait si facilement vider mon entreprise de l'intérieur. Je me suis tournée pour le regarder. Il était toujours debout près de la table, son visage montrant encore l'humiliation de la signature des documents de transfert. Mais quand il a entendu le mot « audit », ses yeux ont légèrement tressailli. Ce mouvement microscopique a suffi à me dire qu'il en était au courant. Je lui ai lentement demandé s'il avait quelque chose à dire avant que j'ordonne une vérification comptable judiciaire complète.
Louis a serré les poings, essayant de paraître calme. Il a dit que dans une grande entreprise, il était normal que les contrats comportent des erreurs. Il m'a dit de ne pas écouter quelques auditeurs et de le blâmer pour tout. J'ai laissé échapper un rire froid. Une erreur de plus de 1,2 million d'euros était une erreur très lucrative en effet. Il a serré les dents, m'accusant de le soupçonner de détournement de fonds de l'entreprise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que ce n'était pas un soupçon. Je lui donnais une dernière chance de se confesser. Chloé, debout à côté de lui, a soudainement commencé à trembler. Elle pensait qu'elle n'était entraînée que dans un scandale d'adultère. Elle ne s'attendait pas à ce que le feu se propage à des crimes financiers fédéraux. Elle a secrètement jeté un coup d'œil à Louis, ses yeux remplis de pure panique. J'ai absorbé tout cela. Si une femme aime vraiment un homme, elle s'inquiète pour lui. Mais si elle n'aime que son argent, quand l'argent est menacé, elle panique d'abord pour elle-même. Je me suis tournée vers la directrice financière et je lui ai dit de projeter les dossiers sur l'écran. Le projecteur s'est allumé. 3 contrats de fourniture de matériaux sont apparus, tous signés avec « Fourniture Apex ». Il s'agissait d'un fournisseur que Louis avait constamment loué comme un partenaire fiable à long terme avec d'excellents prix. Sous chaque contrat se trouvait un tableau comparatif des prix du marché montrant une majoration de 20 à 35%. Le montant total gonflé dépassait 1,2 million d'euros. Ce qui était encore plus accablant, c'est que les comptes de paiement finaux transitaient par 2 sociétés écrans, dont l'une était enregistrée au nom du cousin de ma belle-mère. La salle de réunion est devenue glaciale. J'ai regardé Louis et j'ai exigé une explication. Ses lèvres bougeaient sans un son. Il a affirmé qu'il ne s'occupait pas directement de ces paiements. Il a dit que le service des achats s'en occupait et qu'il se contentait d'approuver leurs propositions. La directrice financière a baissé la tête, sa voix ferme. Elle a déclaré, « Monsieur Dubois, les journaux système montrent que vous avez explicitement demandé de contourner l'étape d'évaluation des prix sur les 3 contrats. Les courriels d'approbation sont toujours là. » Louis a tourné brusquement la tête vers la directrice financière. Il l'a averti de surveiller son langage et a demandé qui lui avait donné le droit de le piéger. J'ai tapé légèrement du doigt sur la table. Je lui ai dit que c'était moi. Il s'est étouffé. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé le chef de l'informatique immédiatement. Je lui ai ordonné de bloquer tous les accès réseau pour Louis Dubois, Chloé Martin et 3 employés associés du service des achats. Je lui ai ordonné de sauvegarder tous les courriels, les historiques de connexion et les journaux de modification de contrat, le prévenant strictement qu'aucune donnée ne devait être supprimée. Le chef de l'informatique a répondu instantanément, confirmant qu'il s'en occupait. Chloé a soudain fait un pas en avant, sa voix tremblant violemment. Elle a affirmé que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle a pleuré en disant qu'elle n'était qu'une secrétaire et que quoi que M. Dubois lui dise de faire, elle le faisait. Louis l'a fusillé du regard, lui criant de se taire. J'ai souri d'un air narquois. Je lui ai demandé pourquoi elle était si pressée de se laver les mains. J'ai demandé à mademoiselle Martin si j'avais même mentionné le luxueux appartement de Saint-Germain-des-Prés enregistré à son nom. J'ai demandé d'où venait l'argent pour cela. Son visage est devenu blanc comme neige. Louis est resté complètement paralysé. Leurs réactions m'ont dit que David avait abordé le bon angle. L'appartement, la voiture, les sacs de créateurs, les vacances de luxe que Chloé affichait vaguement sur les réseaux sociaux étaient très probablement alimentés par le sang de mon entreprise. Je me suis levée, ma voix devenant glaciale. J'ai déclaré la réunion terminée. À partir de ce moment, tous les dossiers liés à Louis Dubois étaient transférés aux services juridiques et aux auditeurs indépendants. Personne n'était autorisé à contacter, détruire ou modifier des documents. Quiconque était surpris en train d'aider à dissimuler des preuves porterait une responsabilité conjointe. Les gens sont sortis de la salle de réunion un par un jusqu'à ce que seul Louis reste, me fixant. Dépouillé de son arrogance initiale, il s'est rapproché, sa voix. Il m'a rappelé que nous étions mariés depuis 10 ans et m'a demandé si je voulais vraiment l'envoyer en prison fédérale. J'ai regardé l'homme en face de moi, le cœur douloureux d'une douleur sourde. Non pas par pitié pour lui, mais par pitié pour la version plus jeune de moi-même.
Je lui ai demandé s'il se souvenait que nous étions mariés quand il a utilisé l'argent de l'entreprise pour financer sa maîtresse. Il est resté silencieux. J'ai ramassé les dossiers et je suis sorti. Au moment où j'ai atteint le couloir, le téléphone de Maître Leclerc s'est à nouveau allumé. Il a lu le message, son expression devenant encore plus lourde. Il m'a dit que l'équipe d'enquête sur les actifs venait d'envoyer plus d'informations. 2 devantures de magasins de détail de premier ordre sur les Champs-Élysées et la rue de la Paix étaient enregistrées au nom de ma belle-mère. Les fonds pour ces achats montraient également des signes de provenir de ces contrats. J'ai fermé les yeux une seconde et je les ai rouverts. Il s'est avéré que ce n'était pas seulement une personne qui me trahissait. Toute la famille Dubois avait pris place à la table du banquet, se régalant de mon travail acharné. Je suis resté dans mon bureau jusqu'à presque midi. Devant moi se trouvait un relevé bancaire retraçant les flux de trésorerie, si long qu'il brouillait ma vue. Les chiffres froids se liaient comme des couteaux entaillant mon estime de soi. 3 contrats louches, 2 sociétés écrans, un compte personnel appartenant au cousin d'Hélène. Puis, finalement, l'argent a afflué vers 2 devantures de magasins de détail de premier ordre à Paris. L'un des espaces était loué à une marque de cosmétiques haut de gamme, l'autre à un joaillier de luxe. La valeur totale estimée était de près de 1,6 million d'euros. Ces 1,6 million d'euros n'étaient plus seulement sur papier. Ils s'étaient transformés en biens immobiliers, en revenus locatifs mensuels, en vacances européennes et en sacs de créateurs qu'Hélène exhibait à ses amis de la haute société. J'ai demandé à David si nous avions suffisamment de motifs pour les geler. Il a placé une autre pile de documents devant moi. Il a expliqué que si nous ne nous fions qu'au flux de trésorerie, nous aurions besoin d'une vérification supplémentaire. Cependant, le cousin d'Hélène avait signé un accord de prêt personnel avec Louis exactement au moment où l'argent était transféré. Le prêt était sans intérêt, sans date de remboursement, et a été ensuite utilisé comme acompte pour les 2 devantures de magasins. David a dit que c'était un signe typique de dissimulation frauduleuse d'actifs. J'ai laissé échapper un rire amer. La famille Dubois avait littéralement construit tout un syndicat de blanchiment d'argent. David est resté silencieux pendant quelques secondes. Il m'a ensuite dit que si nous poursuivions cela jusqu'au bout, ce ne serait plus un litige civil de divorce. Ce deviendrait une affaire pénale fédérale en col blanc. Il m'a demandé si je voulais toujours donner à Louis une chance de faire restitution de son propre chef. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, des nuages gris foncé pesaient bas sur la ville. Au cours des 10 dernières années, je lui avais donné trop de chance, tant qu'il pensait que mon pardon était sans fond. J'ai dit non. Je voulais qu'il regarde personnellement chaque couche de sa fausse peau se décoller. Cet après-midi-là, j'ai demandé à mon chauffeur de me conduire à la bijouterie de la rue de la Paix. Les vitrines scintillaient, l'enseigne dorée criait au luxe, et de riches clients entraient et sortaient. Je suis resté de l'autre côté de la rue à regarder longtemps, puis j'ai appelé Hélène. Elle a décroché très vite, sa voix toujours étranglée de rage. Elle a exigé de savoir ce que je voulais d'autre, criant que j'avais déjà privé son fils de son travail, et a demandé si je voulais les pousser à la mort. J'ai calmement répondu que je me tenais devant la bijouterie de la rue de la Paix. Je lui ai demandé si elle voulait sortir et regarder ses biens une dernière fois. L'autre bout de la ligne est resté silencieux, à l'exception d'une respiration lourde et haletante. Un instant plus tard, elle a grogné, demandant quel non-sens je débitais. Elle m'a rappelé que le magasin était au nom de Robert, son cousin. Je lui ai demandé si elle avait oublié que l'argent pour l'acheter avait transité par 3 des contrats de fourniture de Moreau Holdings. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que Robert prendrait le risque de fraude électronique fédérale et de blanchiment d'argent juste pour la protéger, elle et son fils. Hélène a hurlé, demandant comment j'osais l'enquêter. J'ai regardé mon reflet dans la vitre de la fenêtre. Je lui ai dit que je ne l'enquêtais pas. Je ne faisais que retrouver mon propre argent. Elle a raccroché. 15 minutes plus tard, Louis a appelé. J'ai fixé son nom sur l'écran et je l'ai laissé sonner jusqu'à la toute dernière seconde avant de répondre. Il a exigé de savoir ce que je faisais à sa mère. Sa voix était incroyablement. Il venait probablement de lui crier dessus. Je lui ai dit que je n'avais encore rien fait.
Je lui avais juste fait savoir que ses magasins de détail de premier ordre n'étaient pas aussi propres qu'elle le pensait. Il m'a supplié de lui dire combien je voulais, promettant de le rembourser, et m'a prié de laisser sa mère en dehors de tout cela. J'ai éclaté de rire. Je lui ai demandé ce qu'il allait utiliser pour me rembourser. Il avait perdu son fauteuil de PDG et ses actions offertes étaient sur le point d'être récupérées. J'ai demandé s'il prévoyait de vendre l'appartement qu'il avait acheté pour Chloé. Il est resté complètement silencieux. Ce silence était une confession en soi. J'ai insisté, lui demandant si elle savait d'où venait l'argent pour cet appartement. Il m'a supplié de ne pas toucher à Chloé, affirmant qu'elle ne savait rien. Même maintenant, il la défendait toujours. Mon cœur, que je pensais complètement engourdi, s'est encore enflammé d'une douleur aiguë et lancinante. Je lui ai demandé ce que je savais quand il a pris l'argent de l'entreprise pour financer sa maîtresse. J'ai demandé ce que je savais quand sa mère a utilisé cet argent pour acheter des biens immobiliers. J'ai demandé ce que je savais quand il se tenait devant moi jouant le rôle d'un mari dévoué toutes ces années. Louis respirait difficilement. Il a admis qu'il avait tort et a juré qu'il arrangerait les choses. Il a proposé de se mettre à genoux, a proposé de larguer Chloé, mais il a averti que si je faisais éclater les crimes financiers, l'entreprise en souffrirait également énormément. Il m'a supplié de ne pas détruire Morrow Holdings juste parce que j'étais en colère contre lui. J'ai serré mon téléphone très fort. Je lui ai dit qu'il n'avait même pas le droit de prononcer le nom de Morrow Holdings. C'est lui qui avait commencé à le détruire en premier. J'ai raccroché. Immédiatement après, Maître Leclerc a envoyé un nouveau message. Chloé Martin venait de retirer une grosse somme d'argent de son compte personnel et avait réservé un vol pour Marseille pour ce soir. J'ai fixé le texte, les coins de ma bouche devenant glacés. Le premier rat avait senti la fumée et essayait de s'échapper du nid. J'ai répondu à David par SMS, lui demandant d'instruire son équipe de sécuriser toutes les preuves la concernant. Ce soir, je voulais rencontrer Chloé avant qu'elle ne puisse disparaître. Je ne suis pas allée à l'aéroport immédiatement. Je savais que quelqu'un comme Chloé, si elle se préparait à fuir, n'emporterait pas juste quelques vêtements. Elle retournerait d'abord à son appartement pour emballer des documents, de l'argent, des bijoux et toutes les choses salaces que Louis lui avait achetées. J'ai ordonné au chauffeur de se diriger directement vers le luxueux appartement de Saint-Germain-des-Prés. Tout le bâtiment brillait dans la nuit, l'air luxueux au point d'être froid. C'était un endroit où j'avais autrefois envisagé d'acheter une petite unité pour que ma propre mère y prenne sa retraite. Mais après son décès, je n'avais plus le cœur à entrer dans des endroits qui étaient d'une beauté écrasante, mais qui manquaient de chaleur. Je n'aurais jamais pensé que Louis utiliserait finalement l'argent de mon entreprise pour acheter un endroit ici pour une autre femme. La voiture s'est arrêtée devant le hall. Maître Leclerc attendait déjà avec un assistant juridique. Il m'a remis un mince dossier. L'unité 32B était enregistrée au nom de Chloé Martin. Les transactions de paiement étaient liées au compte personnel de Louis et à un virement bancaire de fourniture Apex. J'ai pris le dossier, mes doigts le serrant si fort que le papier se pliait. J'ai demandé si elle était toujours là-haut. David a confirmé que ses enquêteurs l'avaient vue descendre une valise, mais qu'elle était remontée parce qu'elle avait oublié son passeport. J'ai souri d'un air narquois. Timing parfait. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. Les chiffres des étages défilaient lentement. Chaque son de cloche me semblait un coup de marteau sur mes nerfs tendus. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 32e étage. Le couloir était doté d'une épaisse moquette et d'un éclairage ambré chaleureux. C'était si silencieux que j'entendais distinctement les roues d'une valise rouler derrière la porte de l'appartement au bout du couloir. J'ai sonné à la porte. Le silence a régné quelques secondes à l'intérieur avant que la voix très méfiante de Chloé ne demande qui c'était. J'ai répondu, Jeanne Moreau. Aucune réponse n'est venue, mais immédiatement après, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombait et des pas précipités. J'ai sonné à nouveau. Je lui ai dit d'ouvrir la porte, ajoutant que si elle voulait que j'appelle la sécurité de l'immeuble et la police pour établir un rapport ici même dans le couloir, je n'aurais aucun problème à le faire. La porte s'est entr'ouverte. Chloé se tenait derrière, les cheveux attachés en un chignon désordonné, sans maquillage, les yeux rouges et gonflés.
Elle n'avait plus le comportement doux et délicat de la secrétaire choyée du PDG. Devant moi se tenait une femme paniquée agrippant désespérément un sac de créateur comme une bouée de sauvetage. Elle a demandé ce que je faisais ici. J'ai poussé la porte et je suis entrée. Elle a essayé de me bloquer, mais en voyant Maître Leclerc derrière moi, elle a rapidement reculé. L'appartement était immense avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la Seine. Des canapés en cuir blanc, des tables basses en marbre et des parfums coûteux alignés sur les étagères. Tout criait l'argent. Mon argent. J'ai regardé les 2 valises ouvertes au milieu du salon. À l'intérieur se trouvaient des vêtements, des bijoux, des documents, des liasses d'argent et son passeport. J'ai demandé où elle se précipitait. Chloé a mordu sa lèvre. Elle a affirmé qu'elle rentrait dans sa ville natale pour quelques jours. Elle a pleuré en disant qu'elle ne savait rien des affaires de l'entreprise et m'a supplié de ne pas la harceler. J'ai ramassé une boîte en velours sur la table. À l'intérieur se trouvait un bracelet en diamant que j'avais vu sur ses réseaux sociaux. J'ai demandé si Louis lui avait acheté cela. Elle a baissé les yeux en disant qu'elle n'avait pas demandé d'où venait l'argent. Je lui ai demandé si elle n'avait pas demandé ou si elle n'avait pas osé demander. Elle a éclaté en sanglots. Elle a sangloté, affirmant qu'elle était aussi une victime. Elle a dit que Louis lui avait dit que lui et moi étions séparés depuis longtemps. Il lui avait dit que les papiers de divorce étaient faits et qu'ils attendaient juste le bon moment pour l'annoncer. Il lui avait dit que je ne l'aimais pas et que je le traitais seulement comme un outil pour l'entreprise. Elle a dit qu'elle avait pitié de lui, c'est pourquoi elle. Je l'ai fusillée du regard froidement. Je lui ai demandé si elle avait pitié de lui au point d'accepter un appartement de plusieurs millions d'euros, des voitures, des sacs de créateurs et des vacances de luxe. Chloé s'est étouffée. Ses larmes coulaient rapidement, mais elles ne m'ont pas touché le moins du monde. J'avais assez pleuré pour nous 3. À ce moment-là, son téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Louis. Je l'ai regardé et je lui ai ordonné de répondre et de le mettre sur haut-parleur. Tremblante, elle a appuyé sur le bouton de réponse. La voix de Louis a immédiatement retenti. Il a demandé frénétiquement si elle était déjà arrivée à l'aéroport. Il lui a ordonné de ne pas écouter un mot de ce que disait Jeanne. Il lui a dit de s'envoler d'abord pour Marseille et d'attendre qu'il gère tout avant de la rejoindre. Il lui a explicitement rappelé d'apporter l'acte de propriété de l'appartement et de ne pas me laisser y mettre la main. Le visage de Chloé est devenu complètement pâle. J'ai calmement sorti mon propre téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. À l'autre bout, Louis continuait de parler. Il lui a dit que si quelqu'un demandait de dire qu'elle n'avait aucune idée d'où venait l'argent. Il a dit que tout était un cadeau qu'il lui avait volontairement donné. Quant au contrat, il lui a strictement ordonné de ne jamais mentionner les courriels qu'il lui avait dit de supprimer. J'ai regardé David et il a hoché légèrement la tête. C'était plus que suffisant. Chloé s'est complètement effondrée. Elle a hurlé au téléphone, « Louis, Jeanne est juste ici. » La ligne est devenue silencieuse. Quelques secondes plus tard, il a raccroché. J'ai reposé la boîte en velours sur la table et j'ai regardé Chloé. Je lui ai dit qu'elle avait 2 choix. Soit elle continuait à le protéger et à rester solidaire avec lui. Soit elle remettait tous les courriels, messages textes, relevés bancaires et tout ce qu'elle savait à mon avocat. Je lui ai dit que je ne lui promettais pas de la laisser s'en tirer, mais que je documenterais légalement sa coopération. Elle s'est effondrée sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Longtemps après, elle a sorti un ordinateur portable de sa valise d'une main tremblante et l'a posé devant moi. Elle a avoué qu'elle avait conservé des sauvegardes. Elle a dit qu'elle avait peur qu'un jour il l'abandonne, alors elle avait tout gardé. J'ai fixé l'écran lumineux alors que des dossiers apparaissaient devant mes yeux. Fourniture Apex 2021, feuille de prix réelle, transfert à la mère, appartement, message texte avec Louis. Chaque nom de dossier était comme un autre clou enfoncé dans le cercueil de mon mariage. Chloé était recroquevillée sur le sol, serrant ses genoux, sa voix totalement. Elle a juré qu'elle ne savait vraiment pas que l'argent avait été volé à l'entreprise au début. Elle a affirmé que Louis avait dit que c'était sa prime personnelle et ses propres bénéfices d'investissement. Je ne l'ai pas regardé.
J'ai dit qu'elle n'avait peut-être pas su quand elle a obtenu l'appartement pour la première fois, mais qu'elle savait plus tard. Elle a gardé la tête baissée. Son silence était sa réponse. J'ai ouvert une conversation textuelle entre elle et Louis. Dans celle-ci, Chloé avait clairement demandé « Est-ce sûr pour toi de transférer autant d'argent ? Si Jeanne le découvre, nous sommes morts. » Louis avait répondu « Elle ne se soucie que de signer les gros contrats. Elle ne fait jamais attention aux petites factures de fourniture. Ne t'inquiète pas. » J'ai lu cela, mes paumes devenant glaciales. Il s'est avéré que, à ses yeux, ma confiance absolue en lui n'était rien de plus qu'une échappatoire à exploiter. Maître Leclerc a ajusté ses lunettes, son ton extrêmement sérieux. Il a déclaré que ses courriels prouvaient que Louis avait explicitement ordonné l'inflation des contrats et dit à Chloé de détruire les preuves. De plus, il y avait des courriels transférés à Hélène Dubois concernant l'achat des 2 devantures de magasin. Je me suis retournée vers Chloé et je lui ai demandé ce qu'elle avait d'autre. Elle a tremblé, disant que c'était tout. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'elle avait gardé tout cela parce qu'elle était terrifiée que Louis la largue. Une femme prudente comme elle ne garderait pas juste quelques dossiers facilement accessibles. Je l'ai avertie que si elle voulait coopérer, elle ferait mieux de ne pas tester ma patience. Des larmes ont de nouveau coulé de ses yeux. Elle a rampé vers sa valise, a fouillé sous la doublure et a sorti une trousse de maquillage. Elle en a retiré une petite clé USB noire. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle a failli la laisser tomber. Elle a avoué que c'était un enregistrement audio. Elle a dit qu'une fois, Louis était ivre et parlait à sa mère dans le salon. Elle a eu peur, alors elle les a enregistrés. J'ai pris la clé USB. David l'a immédiatement branchée sur son ordinateur portable secondaire. Quelques secondes plus tard, la voix de Louis a résonné dans le luxueux appartement qu'il avait acheté pour sa maîtresse. Ses mots étaient légèrement pâteux à cause de l'alcool, mais l'intention malveillante était limpide. Il a dit « Maman, ne t'inquiète pas. Jeanne n'est pas au courant. Je peux jongler avec ces contrats. Donne-nous encore 2 ans. Une fois que j'aurai siphonné suffisamment de capital, je quitterai l'entreprise comme une coquille vide. Quand nous divorcerons, elle pourra garder la carcasse morte de l'entreprise si elle le veut. » La voix d'Hélène a retenti, froide et pleine de cupidité. Et ses actions ? Elle en détient trop. Ça ne me plaît pas. Louis a répondu, je suis en train de trouver une solution. Si je peux la forcer à me céder plus de droits de vote exécutif, je pourrai la diluer lentement. Sinon, continue simplement à utiliser son infertilité pour la briser mentalement. Les femmes comme elle peuvent paraître fortes à l'extérieur, mais au fond, elles sont terrifiées de perdre leur mari. Je suis restée complètement immobile. Je pensais avoir ressenti le maximum de douleur, mais il s'est avéré qu'il y avait des profondeurs d'agonie que je n'avais pas encore atteintes. Pendant 10 ans, je ne vivais pas seulement avec un mari infidèle. Je dormais à côté d'un prédateur qui calculait activement le jour où il pourrait vider mon entreprise et me jeter avec une coquille vide. Il me serrait dans ses bras les nuits où j'étais si épuisée que je pleurais, me disant de me reposer, disant qu'il était là pour moi. Tout ce temps, il aiguisait silencieusement son couteau derrière mon dos. Chloé a éclaté en sanglots bruyants. Elle s'est excusée, admettant qu'elle avait eu tort, mais se plaignant d'avoir été manipulée aussi. Elle a dit qu'il avait promis de l'épouser, lui disant que je n'avais que le titre d'épouse, et affirmant que sa mère l'avait déjà accepté. Je me suis levée et je me suis dirigée vers elle. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas été manipulée par l'amour. Elle avait été manipulée par l'avidité. Elle a vu qu'il avait de l'argent, du pouvoir, des maisons et des voitures, et elle a pensé qu'elle avait décroché le gros lot. Maintenant qu'elle perdait, elle voulait se faire passer pour une victime. Elle est restée assise dans un silence stupéfait, n'osant pas discuter. Je ne voulais plus l'entendre pleurer. Je me suis tournée vers Maître Leclerc et je lui ai demandé de sceller toutes les données, d'envoyer les dossiers aux auditeurs indépendants dès demain matin et de rédiger la plainte pénale fédérale. Quant à Chloé, je lui ai dit de documenter sa coopération, mais que tous les biens liés à l'argent sale devaient être gelés. Chloé a relevé la tête brusquement. Elle a balbutié à propos de l'appartement. J'ai regardé la pièce immense, les meubles coûteux,
l'éclairage faussement chaleureux. Je lui ai demandé si elle était sérieusement assise dans un appartement acheté avec l'argent volé de mon entreprise et me demandait ce qu'il allait en advenir. Elle a fermé la bouche. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix masculine grave s'est fait entendre. Il a demandé si c'était Jeanne Moreau. Il s'est présenté comme Thomas, l'ancien chauffeur de Louis. Il a dit qu'il avait quelque chose qu'il voulait me remettre. Il a dit, si je voulais savoir ce que mon mari faisait derrière mon dos depuis 3 ans, je devais le rencontrer ce soir dans le parking souterrain de l'entreprise. J'ai serré mon téléphone très fort. Une autre porte s'ouvrait, et je savais que l'obscurité derrière celle-ci allait être beaucoup plus épaisse. J'ai quitté l'appartement de Chloé vers 22 heures. La ville à l'extérieur était toujours en feu avec les néons, mais à l'intérieur de mon cœur, il n'y avait qu'un gris lourd et suffocant. Maître Leclerc m'a conseillé de le laisser m'accompagner au garage, mais j'ai secoué la tête. Certaines vérités, aussi sales soient-elles. J'avais besoin de voir de mes propres yeux et d'entendre de mes propres oreilles. J'ai envoyé un SMS à mon équipe de sécurité privée pour qu'elle reste à proximité, puis je suis retourné en voiture au bâtiment de Moreau Holdings. Le garage souterrain était terriblement vide si tard dans la nuit. Les lumières fluorescentes vacillaient contre le plafond en béton. Les ventilateurs ronronnaient comme un long soupir prolongé dans l'obscurité. Dès que je suis sorti de l'ascenseur, j'ai vu un homme debout à côté du pilier en béton B17. Il portait une vieille veste, une casquette de baseball baissée, et tenait fermement une enveloppe cartonnée marron. J'ai demandé, « Êtes-vous Thomas ?» Il a levé les yeux. Je l'ai reconnu immédiatement. Thomas avait été le chauffeur privé de Louis pendant près de 4 ans avant de démissionner soudainement, affirmant qu'il devait retourner dans sa ville natale pour s'occuper de son père malade. À l'époque, je lui avais même donné une généreuse indemnité de départ car je pensais qu'il était honnête et discret. Il a dit nerveusement oui. Sa voix était rauque et tremblante. J'ai demandé pourquoi il avait décidé de me trouver maintenant. Thomas a regardé autour de lui, puis a baissé la voix. Il a dit qu'il était terrifié parce qu'il pensait que M. Dubois avait de puissants soutiens et qu'il n'était qu'un chauffeur. Il a dit que s'il parlait, il ne perdrait pas seulement son emploi. Sa famille serait également en danger. Mais ces derniers jours, en entendant les rumeurs selon lesquelles Louis avait été suspendu, il a senti que rester silencieux me ferait du tort. J'ai regardé l'enveloppe dans ses mains. J'ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait une carte SD, plusieurs reçus photocopiés, des journaux de véhicules, des photos imprimées et un petit registre manuscrit. J'ai ouvert le registre. Des dates, des lieux, des hôtels, des restaurants et des luxueux appartements sont apparus ligne par ligne. Les jours où Louis me disait qu'il divertissait des clients à Neuilly-sur-Seine. Le registre montrait Thomas le conduisant, lui et Chloé, à une station balnéaire sur la Côte d'Azur. Les nuits où il prétendait être en réunion tardive avec des partenaires. Thomas a documenté l'avoir déposé à l'appartement de Chloé à 2 heures du matin. J'ai serré le registre. Cela prouvait qu'il me trompait, mais j'avais besoin de plus. Thomas a hoché la tête et a rapidement sorti quelques photographies. Il les a pointées du doigt. Il a dit il y a 3 ans. Monsieur Dubois se rendait fréquemment dans un bureau de service juridique louche à Boulogne-Billancourt. Thomas a dit qu'il avait surpris des conversations téléphoniques. On aurait dit qu'il rédigeait de faux documents. Puis une fois, Louis est remonté dans la voiture tenant une grande enveloppe. Il a dit à mademoiselle Chloé au téléphone que les papiers du divorce étaient finalisés. Il devait juste attendre le bon moment. Le sang dans mes veines s'est glacé. J'ai demandé s'il avait vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Thomas a dit oui. Une nuit, Louis était ivre et a laissé tomber les papiers sur le sol de la voiture. Thomas a vu un décret de divorce photocopié avec mon nom et le sien dessus, mais le sceau du tribunal semblait complètement faux. Thomas a eu peur, alors il l'a pris en photo. Il m'a montré la photo sur son téléphone. Elle était légèrement floue, mais assez claire pour lire mon nom, le nom de Louis et voir un faux cachet rouge du tribunal. J'ai ri, mais ma gorge était amèrement sèche.
Il s'est avéré que le soi-disant divorce n'était pas seulement un mensonge qu'il avait raconté à sa maîtresse. Il avait en fait payé pour forger des documents judiciaires, tentant d'utiliser une fausse légalité pour m'effacer de sa vie. Thomas a dégluti difficilement, puis a continué. Il a dit qu'il y avait une chose de plus, bien qu'il ne sût pas si c'était important. Il y a environ 6 mois, Louis a rencontré plusieurs fois un homme nommé Robert, le PDG de Fourniture Apex. Ils ont parlé à l'arrière de la voiture, pensant que Thomas ne pouvait pas entendre. Louis a dit à Robert que si l'entreprise était un jour auditée, il rejetterait toute la faute sur le service des achats et la comptabilité. Louis a également mentionné qu'il avait caché un deuxième ensemble de registres propres et fabriqués dans un coffre-fort chez sa mère. J'ai relevé la tête brusquement. Un coffre-fort chez Hélène ? Thomas a dit oui. Le domaine de Versailles, dans le bureau du 2e étage, caché derrière un faux panneau mural derrière la bibliothèque. Thomas a dit qu'il avait vu Louis l'ouvrir une fois. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai acheté cette maison. Les rénovations ont été payées avec mon argent. Et pourtant, derrière ces murs, il cachait les preuves sales qu'il prévoyait d'utiliser pour piéger des employés innocents. J'ai demandé à Thomas comment il savait exactement où c'était. Thomas a baissé les yeux, se frottant les mains. Il a avoué que Louis lui avait ordonné d'aider à transporter le petit coffre-fort en acier dans la maison. Louis lui avait dit que si quelqu'un demandait, il devait dire que c'était juste un coffre-fort pour les bijoux anciens d'Hélène. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. J'ai demandé s'il était prêt à témoigner devant un tribunal fédéral. Thomas est resté silencieux pendant longtemps. Je ne l'ai pas pressé. Dans le garage vide, le bruit de l'eau qui s'écoulait d'une canalisation au-dessus sur le béton a résonné fortement. Finalement, il a hoché la tête. Il a dit oui, mais seulement si je l'aidais à protéger sa famille. Il a dit, Louis a une fois menacé que si Thomas le trahissait, il ferait en sorte que Thomas ne puisse plus jamais trouver de travail sur la côte atlantique. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'il me donnait la vérité et que je le protégerais avec toute la force de la loi. Il a expiré lourdement comme si un rocher avait été soulevé de sa poitrine. J'ai appelé Maître Leclerc, lui ordonnant de descendre immédiatement au garage. Mais avant que je puisse dire un autre mot, l'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était un message texte d'un numéro inconnu ne contenant qu'une seule photo. Sur la photo, la porte d'entrée du domaine de ma belle-mère était grande ouverte. Un homme avec une casquette de baseball noire sortait, serrant une petite boîte en acier. Sous la photo se trouvait un texte. Trop tard. Les preuves sont en train d'être déplacées. J'ai fixé la photo, mes mains devenant glaciales. Louis m'avait devancé. J'ai fixé l'écran, un frisson me parcourant l'échine. L'homme à la casquette noire portant la boîte en acier hors du domaine de Versailles n'était clairement pas un membre de la famille. Si ce texte était réel, Louis ou sa mère avait ordonné à quelqu'un de déplacer les preuves en pleine nuit. Si j'étais en retard de quelques minutes seulement, les dernières preuves pouvaient disparaître à jamais. Je me suis immédiatement tourné vers Thomas. Je lui ai montré la photo et lui ai demandé s'il reconnaissait l'homme. Thomas a zoomé sur la photo, son visage devenant pâle. Il a balbutié qu'il ressemblait à Robert, le PDG de Fourniture Apex. Thomas avait conduit Louis pour rencontrer cet homme plusieurs fois. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'ai appelé Maître Leclerc. Je lui ai dit de se rendre directement au domaine de Versailles, d'amener un détective privé et d'appeler la police locale de Versailles pour du renfort. Quelqu'un déplaçait des preuves de la maison. La voix de David est instantanément devenue tendue. Il m'a dit de ne pas y aller seul, m'assurant qu'il était en route. J'ai raccroché, fait signe à mon équipe de sécurité de suivre, et je suis sorti du garage souterrain. Il était tard dans la nuit, mais le trafic parisien était toujours dense. Feux arrière rouges, klaxons hurlants et phares éblouissants défilaient devant mes yeux comme un cauchemar sans fin. Je conduisais si vite que mes mains se sont crispées sur le volant. Une seule pensée résonnait dans ma tête. Je ne pouvais pas le laisser effacer ses traces. Je ne pouvais pas laisser mes 10 ans se terminer par la phrase « preuves insuffisantes ».
Quand je suis arrivé au domaine, les immenses grilles en fer étaient légèrement entr'ouvertes. La voiture de Louis était garée en désordre dans l'allée, la porte côté conducteur toujours ouverte. En sortant de la voiture, j'ai entendu la voix d'Hélène crier depuis l'intérieur de la maison. Elle a crié, « Qu'est-ce que tu fais là? Prends-le et pars. Ne laisse pas Jeanne le trouver. » J'ai poussé la porte d'entrée et je suis entré en trombe. Hélène se tenait au milieu du vestibule, les cheveux en bataille, portant toujours la tenue de détente en soie froissée de la veille. Louis se tenait près de l'escalier, le visage blafard, et l'homme nommé Robert venait de descendre du 2e étage, serrant la petite boîte en acier contre sa poitrine. Tous les 3 se sont figés de panique en me voyant. Je suis entré dans la maison pas à pas, ma voix si froide qu'elle m'a même effrayé. J'ai dit, il est bien tard pour une fête aussi animée. Hélène s'est immédiatement placée devant Robert, le bloquant. Elle a exigé de savoir ce que je faisais ici, criant que c'était sa maison. Je l'ai regardée. Je lui ai dit que je n'étais pas si sûr qu'elle le serait demain. Louis a dévalé les escaliers en courant, me saisissant le bras pour me tirer dehors. Il m'a supplié d'écouter, affirmant que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Il a menti en disant, Robert est juste venu chercher de vieux documents commerciaux. J'ai violemment retiré mon bras. De vieux documents commerciaux cachés dans un coffre-fort mural? Je lui ai demandé à quel point il me prenait pour une imbécile. Son visage s'est durci. Robert a essayé de reculer vers la sortie arrière, mais mon équipe de sécurité a immédiatement bloqué la porte. Robert a serré la boîte en acier plus fort, la sueur coulant de ses tempes. J'ai tendu la main. Je lui ai dit de me donner la boîte. Robert a regardé Louis. Louis a serré les dents et lui a ordonné de ne pas la lui remettre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer la vidéo. J'ai déclaré fort et clair, très bien. Tout ce qui est dit et fait ce soir va directement au parquet national financier et aux procureurs fédéraux. Monsieur Robert, vous détenez des documents liés au détournement de plus de 1,2 million d'euros de Moro Holdings. Si vous sortez par cette porte avec, vous n'êtes plus seulement un complice. Vous détruisez activement des preuves fédérales. Robert a commencé à trembler. Hélène a hurlé, m'accusant de bluffer. Elle a crié que ce n'était pas parce que j'avais de l'argent que je pouvais piéger qui je voulais. Je l'ai regardée sans ciller. Je lui ai dit qu'elle avait dépensé mon argent pendant 10 ans sans se plaindre, et maintenant elle osait appeler ça du piégeage. Elle s'est étouffée, incapable de répondre. Juste à ce moment-là, le bruit de pneus crissant a résonné depuis l'allée. Maître Leclerc est entré, flanqué de 2 policiers locaux de Versailles et d'un détective privé. Quand Louis les a vus, son visage a pris la couleur de la mort. Il a demandé si j'étais vraiment prête à aller aussi loin. Je me suis tournée vers lui. Je lui ai dit que c'était lui qui m'avait appris que lorsqu'on avait affaire à des personnes sans conscience, il fallait utiliser la loi. Robert a finalement abandonné. La boîte en acier a été placée sur la table basse. David a rédigé un rapport d'incident sur le champ devant la police. Quand la boîte a été forcée, elle était remplie de piles de contrats, de registres de paiements illicites, de clés USB et de sceaux d'entreprise pour plusieurs sociétés écrans. Mais en fouillant jusqu'au compartiment inférieur, mon cœur s'est serré. Ce compartiment était complètement vide. La seule chose qui restait était un contour rectangulaire dans la poussière montrant où quelque chose de très important se trouvait auparavant. Thomas, debout derrière moi, est devenu pâle. Il a chuchoté que ce n'était pas normal. La dernière fois qu'il l'avait vu, il y avait un épais dossier rouge à l'intérieur. J'ai tourné la tête pour regarder Louis. Il regardait par terre, mais le coin de sa bouche tressaillait en un minuscule sourire moqueur. Ce fut fugace, mais cela me suffit pour comprendre. Il avait échangé le contenu avant mon arrivée. Je me suis avancé vers lui, ma voix devenant un murmure. J'ai exigé de savoir où se trouvait le dossier rouge. Il m'a regardé, un regard de pur désespoir démentiel traversant ses yeux pour la première fois. Il m'a nargué, me demandant si je voulais savoir. Il m'a dit de me mettre à genoux et de le supplier. J'ai regardé l'homme qui était mon mari, ressentant soudain un calme étrange.
Un rat acculé essaiera toujours d'utiliser l'humiliation pour s'accrocher au moindre lambeau de pouvoir qui lui reste. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis simplement tournée vers Maître Leclerc et je lui ai ordonné de récupérer les images des caméras de sécurité, les caméras du portail d'entrée, les caméras de rue. Je voulais savoir exactement où était passé ce dossier rouge. Louis a éclaté d'un rire rauque. Il a dit que c'était trop tard. Il m'a dit que j'avais peut-être gagné quelques batailles, mais que je n'avais pas gagné la guerre. Je l'ai regardé. Je lui ai dit de continuer à jouer alors, mais je l'ai averti de se souvenir d'une chose. Quelqu'un qui n'a plus rien à croire n'a absolument plus rien à craindre. J'ai quitté le domaine de Versailles vers 2 heures du matin. À l'arrière de ma voiture, la boîte en acier était scellée dans un sac de preuves. Mais dans mon esprit, tout ce que je pouvais voir était ce compartiment inférieur vide et le sourire tordu de Louis. Ce dossier rouge contenait absolument son atout le plus dévastateur. Sinon, il n'aurait pas osé l'utiliser pour me défier. David était assis à côté de moi, passant frénétiquement des appels pour retrouver les caméras du quartier. J'ai regardé par la fenêtre, observant les arbres s'estomper dans l'obscurité, me sentant terriblement calme. Dans le passé, si Louis m'avait simplement parlé froidement, je me serais agitée toute la nuit, me demandant ce que j'avais fait de mal. Maintenant, il cachait des preuves et me menaçait, et je ne ressentais aucune douleur. Quand le cœur d'une femme meurt enfin, ce qui reste n'est pas des larmes, mais une clarté pure et absolue. Le téléphone de David a vibré. Il a répondu, et son expression a changé radicalement. Il m'a dit que la caméra du portail du domaine avait capturé des images à 21h42. Hélène Dubois a remis une épaisse enveloppe rouge à une femme d'âge moyen conduisant un véhicule de covoiturage. La plaque d'immatriculation était partiellement obscurcie, mais la caméra RIM d'un voisin a capturé un meilleur angle. Je me suis tournée vers lui, lui demandant qui était la femme. Il a dit qu'il l'identifiait, mais il y avait un détail bizarre. Après le départ de la femme, c'est Louis qui a appelé Robert pour qu'il vienne chercher la boîte. Il semblait que la boîte en acier n'était qu'un leurre. J'ai fermé les yeux. Louis avait encore la moitié d'un cerveau. Il savait que je retrouverais le coffre-fort, alors il m'a intentionnellement laissé attraper une partie des preuves. L'objet le plus critique a été déplacé en premier. Mais qui était cette femme d'âge moyen ? Une parente, une ancienne employée, ou un autre maillon de leur syndicat ? Juste au moment où j'allais demander, mon téléphone s'est allumé. C'était un message d'Hélène Dubois. Il disait, « Si tu veux protéger l'héritage de ta mère, recule. » J'ai fixé ces mots, ma main se glaçant. Ma mère. Ma mère est décédée il y a 7 ans. C'était une femme gentille et travailleuse qui a passé sa vie à gérer un petit magasin de textile à Saint-Ouen, économisant chaque sou pour me permettre d'aller à l'université. Elle ne s'est jamais disputée avec personne. Pourquoi Hélène parlait-elle de ma mère maintenant ? Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu après quelques sonneries, sa voix rauque, mais pleine de malice. Elle a ricané, demandant si je savais enfin ce qu'était la peur. J'ai serré le téléphone, exigeant de savoir ce qu'elle détenait. Hélène a ri méchamment. Elle a dit qu'elle détenait la vérité. Elle a demandé si je pensais que ma mère était si parfaitement propre. Elle a affirmé que la maison de Saint-Ouen que j'avais vendue pour lancer mon entreprise avait un titre de propriété contesté. Elle a menacé que si la vérité éclatait, non seulement la réputation de ma mère serait ruinée, mais le capital fondateur de Moreau Holdings ferait l'objet d'une enquête fédérale. Mon sang s'est glacé. Cette maison était la seule chose que ma mère m'avait laissée avant de mourir. Elle m'avait signé l'acte de propriété et je l'avais vendue pour obtenir mon capital de démarrage. Tout avait été fait par un notaire légitime. Je n'avais jamais rien soupçonné. Je lui ai dit qu'elle mentait. Elle m'a dit de demander à mes avocats si je ne la croyais pas. Elle s'est vantée que le dossier rouge était actuellement en sécurité entre les mains de son agent. Elle a averti que si je continuais à la harceler, elle et son fils, demain matin, tout le monde financier lirait que la présidente Jeanne Moreau avait bâti son empire sur des biens volés et contestés. J'entendais clairement la voix frénétique de Louis en arrière-plan, criant à sa mère d'arrêter de parler.
Hélène a crié en retour, lui disant de se taire. Elle a crié que si je voulais les pousser à la mort, elle m'entraînerait en enfer avec eux. L'appel s'est déconnecté. Je suis restée paralysée quelques secondes. Un tout autre type de douleur a surgi dans ma poitrine. Non pas à cause de Louis, mais à cause de ma mère. Je pouvais supporter qu'ils salissent mon nom, mais je ne les laisserais absolument pas traîner la mémoire de ma mère dans la boue. Maître Leclerc m'a regardé avec une profonde inquiétude. Il m'a averti de ne pas la croire aveuglément, affirmant que les documents étaient très probablement falsifiés, mais il a ajouté que s'ils osaient les utiliser comme chantage, ils devaient les avoir préparés très méticuleusement. Il a proposé de récupérer les registres de propriété d'il y a 10 ans. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit pas seulement les registres de propriété. Je voulais qu'il retrouve le notaire, le registre foncier de la ville, et toute personne dont le nom avait été lié à l'histoire de cette maison. Je voulais savoir ce qu'ils avaient déterré et quelles parties exactes ils avaient falsifiées. Au moment où la voiture s'est arrêtée devant le siège de Moro Holdings, l'assistant de David a envoyé un clip vidéo de la caméra Ring des voisins. La femme qui avait reçu l'enveloppe rouge avait baissé son masque quelques secondes pour ajuster son casque. J'ai zoomé sur l'écran et mon cœur s'est arrêté. Ce visage, c'était celui de Marthe, l'ancienne aide à domicile et femme de chambre de ma mère qui avait démissionné l'année de mon mariage. Le jour où ma mère est décédée, elle a été la première à nettoyer la vieille maison. Mes mains sont devenues complètement froides. Si Marthe était impliquée dans cela signifiait que la conspiration de la famille Dubois avait commencé il y a très, très longtemps, bien avant que je ne surprenne Louis en train de me tromper. J'ai regardé David et je lui ai ordonné de retrouver Marthe ce soir avant qu'elle n'ait la chance de disparaître. L'équipe de David a retrouvé la dernière adresse connue de Marthe dans un immeuble délabré de Saint-Denis. Mais quand nous sommes arrivés, la porte était cadenassée. Une voisine nous a dit qu'elle était partie il y a moins d'une heure, emportant un grand sac de sport, et avait pris un VTC vers la gare routière de Paris-Gallieni. Je me tenais dans le couloir humide et crasseux, regardant le nouveau cadenas sur la porte rouillée, mon cœur devenant de plus en plus froid à chaque seconde. Une vieille femme de ménage disparaissant au moment exact où un dossier de chantage très sensible était déplacé. Si quelqu'un appelait cela une coïncidence, même un enfant ne les croirait pas. Maître Leclerc s'est tourné vers moi, suggérant qu'elle essayait peut-être de fuir hors de l'État. Il a proposé que ses contacts vérifient les manifestes des bus se dirigeant vers le sud ou vers le centre de la France. J'ai secoué la tête. J'ai dit, non, elle n'est pas assez stupide pour aller directement à une gare routière si elle détient des documents très sensibles. Elle trouverait d'abord un endroit qu'elle pensait être un refuge sûr. J'ai rapidement fouillé mes souvenirs fragmentés de Marthe. Du vivant de ma mère, Marthe travaillait comme aide-soignante à temps partiel, cuisinant, nettoyant et parfois restant dormir lorsque l'arthrite de ma mère s'aggravait. Elle était calme, maigre et gardait toujours la tête baissée. Ma mère l'avait prise en pitié et lui avait même prêté de l'argent pour payer les frais médicaux de son fils. Après les funérailles de ma mère, elle avait brusquement démissionné, disant qu'elle devait retourner dans sa ville natale pour s'occuper de son petit-fils. J'étais alors trop plongée dans le chagrin pour remettre cela en question. En y repensant maintenant, sa démission était bien trop parfaitement chronométrée, presque comme si elle venait d'achever une tâche spécifique. Je me suis soudain souvenu d'un endroit, la paroisse Sainte-Marie à Ivry-sur-Seine. David m'a regardé, confus. J'ai expliqué que du vivant de ma mère, elle faisait du bénévolat chaque mois à la banque alimentaire de Sainte-Marie. Marthe l'avait accompagnée de nombreuses fois. La paroisse avait un petit couvent et un refuge attenant. Si elle était terrifiée, elle pourrait essayer de s'y cacher. Moins de 40 minutes plus tard, notre voiture s'est arrêtée devant l'église. L'aube approchait, et une fine brume recouvrait le vieux toit en pierre. Le léger son des cloches du matin résonnait doucement dans l'air. Je suis entrée dans la cour, le cœur lourd comme du plomb. Une vieille religieuse m'a reconnue après que j'ai mentionné le nom de ma mère. En silence, elle nous a conduits à une rangée de petites chambres d'hôtes à l'arrière. La porte de l'une des petites pièces était entr'ouverte. À l'intérieur, j'entendais des pleurs étouffés. J'ai poussé la porte et je suis entrée. Marthe était assise sur une petite couchette en bois, serrant son sac de sport contre sa poitrine.
Dès qu'elle m'a vu, elle a paniqué et a sauté sur ses pieds, tout le sang drainant de son visage. Elle m'a supplié de ne pas lui faire de mal, jurant qu'elle ne savait rien. J'ai regardé le sac dans ses bras. Je lui ai demandé si elle ne savait rien. Pourquoi fuyait-elle? Elle a serré le sac plus fort, les yeux complètement injectés de sang. Elle a pleuré en disant qu'elle avait été forcée de le faire. Elle a dit qu'Hélène Dubois l'avait menacée. Si elle n'aidait pas, Hélène engagerait des recouvreurs de dettes pour réclamer l'argent que ma mère lui avait prêté il y a des années et dénoncerait son fils à la police pour une affaire de jeux de hasard illégaux. Marthe a sangloté qu'elle était vieille et voulait juste être laissée en paix. Je me suis rapprochée, ma voix tremblante alors que j'essayais de réprimer ma fureur. J'ai exigé de savoir où se trouvait le dossier rouge. Marthe a éclaté en sanglots bruyants, s'effondrant sur ses genoux sur le carrelage. Elle s'est excusée abondamment, disant qu'elle avait fait du tort à ma mère, mais elle a juré que les documents contenus dans le dossier n'étaient pas complètement réels. Elle a avoué qu'il l'avait forcée à signer une déclaration sous serment affirmant que ma mère avait escroqué un parent pour obtenir l'acte de propriété de la maison de Saint-Ouen et que j'avais utilisé cette maison volée pour construire mon entreprise, mais elle a juré que ce n'était pas vrai. Ma mère n'avait jamais escroqué personne. La maison avait été légitimement léguée à ma mère par ma grand-mère. Ma gorge s'est serrée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait signé alors. Tremblante de tout son corps, elle a ouvert le sac de sport et en a sorti l'épais dossier rouge. À l'intérieur se trouvait la déclaration sous serment écrite, plusieurs photocopies d'anciens actes de propriété, une clé USB contenant un enregistrement audio et un billet à ordre portant sa signature. Elle a avoué qu'il l'avait secrètement enregistrée en train de mentir. Ils lui ont dit que si elle ne coopérait pas, il diffuserait la cassette. Elle était si terrifiée qu'elle a accepté l'argent du silence d'Hélène, mais la nuit dernière, alors qu'elle s'enfuyait avec le dossier, elle n'arrêtait pas de penser à ma mère. Elle s'est souvenue que ma mère avait pratiquement sauvé la vie de son fils. Elle ne pouvait pas supporter qu'il ruine le nom d'une femme décédée. J'ai pris le dossier rouge, mes mains tremblantes. Les documents falsifiés à l'intérieur étaient incroyablement sophistiqués, un mélange de demi-vérités et de mensonges complets. Ils ne résisteraient pas à une enquête fédérale rigoureuse, mais ils étaient plus que suffisants pour détruire la réputation de ma mère dans la presse. Jeter un doute sérieux sur Moreau Holdings et me traîner dans la boue avec Louis. J'ai regardé Marthe. Je lui ai demandé si elle était prête à témoigner de cela. Elle a gardé la tête baissée, sanglotant hystériquement. Elle a dit qu'elle le ferait, mais m'a supplié de protéger sa famille. Je me suis tournée vers Maître Leclerc. Je lui ai ordonné de rédiger une déclaration immédiatement, d'enregistrer sa confession en vidéo et de sceller tout le dossier. Je lui ai dit que nous déposions des accusations fédérales supplémentaires ce matin, mais juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Louis. Je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix a retenti, rauque et glaciale. Il a demandé si j'avais trouvé Marthe. Il a demandé moqueusement si je pensais que cela signifiait que j'avais gagné. Il a déclaré qu'il se trouvait actuellement au bureau de la défense. Il m'a dit que si je n'étais pas là dans exactement 30 minutes, il allait faire exploser Moreau Holdings. Littéralement. Je me suis figée. De l'autre bout de la ligne, la sirène stridente d'une alarme incendie commercial a commencé à retentir. J'ai sprinté hors de la paroisse Sainte-Marie avant que le soleil ne soit complètement levé. Les cloches de l'église du matin se sont estompées derrière moi, mais dans ma tête, le seul son était l'alarme incendie chaotique hurlant de l'appel téléphonique de Louis. Maître Leclerc a immédiatement appelé la sécurité du bâtiment et a composé le 17. Je me suis assise dans la voiture, mon cœur battant si fort que je sentais qu'il allait briser mes côtes. Même si je haïssais Louis Dubois jusqu'à l'os, je savais une chose. Moreau Holdings n'était pas seulement mon entreprise. Elle contenait des centaines d'employés, des données clients, des plans de projet et les moyens de subsistance de personnes innocentes. S'il était vraiment assez dérangé pour entraîner tout le monde avec lui, je ne me pardonnerais jamais d'être arrivé trop tard. Alors que la voiture virait sur les Champs-Élysées, je pouvais déjà voir les lumières clignotantes des camions de pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et des voitures de police de la préfecture de police clignotant contre la façade vitrée du bâtiment.
Des gardes de sécurité évacuaient le personnel de nuit sur le trottoir. Certaines personnes serraient des ordinateurs portables. D'autres, en uniforme de nettoyage, se tenaient tremblantes sur le trottoir. J'ai ouvert la porte de la voiture et je suis sortie. Le vent glacial du matin a giflé mon visage. Le chef de la sécurité a couru vers moi, le visage blanc comme neige. Il a rapporté que les systèmes d'extinction d'incendie avaient été déclenchés au 26e étage, mais qu'il n'y avait pas encore de signe d'incendie massif. Il a dit que M. Dubois était barricadé dans le bureau du PDG. J'ai serré les poings et j'ai demandé si quelqu'un était piégé. Il a dit non. L'étage était entièrement évacué, mais il a ajouté que Louis refusait de laisser entrer qui que ce soit. Il a exigé de ne me voir que moi. David m'a attrapé le bras. Il m'a averti de ne pas monter seul et de laisser la préfecture de police s'en occuper. J'ai levé les yeux vers l'étage élevé qui était autrefois le domaine de Louis. Ce bureau avait été témoin du jour où nous avions trinqué au champagne pour notre premier grand contrat. C'était aussi l'endroit où je l'avais surpris avec Chloé. Je savais qu'il ne m'avait pas convoqué ici pour négocier. Il voulait que je sois témoin de sa dernière chute pathétique. Il voulait m'entraîner dans la folie qu'il avait créée. J'ai dit à David que je montais, mais pas seul. 2 officiers de la préfecture de police m'ont escorté dans l'ascenseur de secours sécurisé. Maître Leclerc a suivi de près, son téléphone enregistrant déjà l'audio. Alors que l'ascenseur montait, les sirènes assourdissantes augmentaient. Quand les portes se sont ouvertes au 26e étage, le couloir clignotait de lumière stroboscopique rouge. Une légère odeur de fumée flottait dans l'air, incertaine si elle provenait de fils électriques ou de quelque chose intentionnellement brûlé. Les lourdes portes en chêne du bureau du PDG étaient verrouillées à double tour. De l'intérieur, j'ai entendu le rire rauque de Louis. Il a crié, demandant si Jeanne était arrivée. Je me suis tenue devant la porte et j'ai répondu calmement, « Je suis là. » Ouvre la porte. Un officier de la préfecture de police m'a fait signe de reculer et a crié, « Louis Dubois, ouvrez la porte et coopérez. Toute action mettant en danger autrui entraînera de graves accusations fédérales. » Un silence total s'est abattu à l'intérieur pendant quelques secondes. Puis est venu le bruit de verre brisé. Louis a crié en retour, « Accusation fédérale ? Vous n'êtes ici que parce qu'elle a de l'argent. Tout le monde prend son parti. » J'ai fermé les yeux, j'ai pris une inspiration et je les ai ouverts. J'ai parlé clairement, « Louis, tu voulais me voir, alors ouvre la porte. S'il te reste la moindre once de virilité, arrête de te cacher derrière un morceau de bois verrouillé. » Cette phrase a semblé toucher le dernier nerf de son ego meurtri. Le peine a claqué. La police a instantanément poussé, assurant un avantage tactique. Je suis entré derrière eux. Le bureau du PDG était un désastre absolu. Des documents étaient éparpillés partout comme de la neige. Un coin des rideaux coûteux était noirci et un extincteur gisait abandonné sur le sol. Louis se tenait près de son bureau. Sa chemise était froissée et sale, ses yeux injectés de sang. Dans sa main, il tenait une clé USB et plusieurs morceaux de papier froissé. Sur le bureau, la photo encadrée commémorant le 10e anniversaire de l'entreprise était brisée en 1000 morceaux. Le verre fissuré coupait mon visage souriant sur la photo. Il m'a regardé et a commencé à rire. Il a dit, « Tu as gagné, Jeanne. Tu as récupéré l'entreprise, les maisons, l'argent. Que veux-tu d'autre ? » Je l'ai fixé longtemps. J'ai dit que je voulais qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Il a secoué la tête, son rire devenant plus fort. Il a dit, « Non, tu me veux à genoux. Tu veux que j'admette que tu m'as battu. Mais sais-tu seulement pourquoi je t'ai trahi ? » Il a ricané, « Parce qu'à côté de toi, je ne me suis jamais senti un homme. Tu es trop intelligente, trop froide, trop intouchable. Je suis resté dans ton ombre pendant 10 ans, me sentant comme un fantôme. Une vive douleur m'a transpercé la poitrine, mais pas par amour. C'était parce que même à la toute fin, il réussissait encore à transformer son propre complexe d'infériorité pathétique en ma faute. Je ne lui ai jamais demandé d'être un fantôme. Il a choisi de se cacher dans l'ombre, son visage déformé. Il a levé la clé USB.
Il a crié qu'elle contenait les registres de sauvegarde, menaçant que s'il perdait tout, je ne connaîtrais pas non plus la paix. Je l'ai regardé, ma voix complètement impassible. Je lui ai dit que Marthe avait déjà avoué. Le dossier rouge était entre les mains de mon avocat. Chloé avait remis tous les courriels. Thomas était prêt à témoigner sous serment, et Robert avait été intercepté au domaine de Versailles. Je lui ai dit qu'il n'avait plus de carte. La lumière démente dans ses yeux s'est brisée. L'énergie maniaque a disparu de son visage, laissant derrière elle une coquille incroyablement pathétique. Il a reculé d'un pas, ses épaules s'affaissant. Il a murmuré que c'était impossible, que Chloé ne le trahirait pas. Je lui ai dit qu'il avait trahi tout le monde en premier. Il m'a regardé, ses lèvres tremblantes. Il a demandé, « Jeanne, si je vais en prison fédérale, comment ma mère survivra-t-elle » J'ai senti mon cœur se transformer en pierre absolue. Je lui ai demandé, quand ta mère se préparait à salir le nom de ma mère décédée, s'est-elle jamais demandé comment je survivrais ? Cette seule phrase le laissa sans voix. La police est intervenue et l'a maîtrisé. Il n'a pas résisté. Quand la clé USB est tombée de sa main, le léger clic du plastique heurtant le sol a presque été englouti par les alarmes incendie assourdissantes. Mais pour moi, c'était le dernier clou du cercueil d'un royaume bâti sur des mensonges. Alors qu'il était escorté devant moi, il s'est soudainement arrêté. Dans un murmure rauque et brisé, il a demandé, « M'as-tu jamais vraiment aimé ?» J'ai regardé l'homme qui avait détruit 10 ans de ma vie et j'ai répondu très doucement, « Oui, et c'est précisément parce que je t'ai vraiment aimé que la douleur d'aujourd'hui me rend impossible de te pardonner un jour. » Il a baissé la tête et a été poussé dans l'ascenseur. Les alarmes incendie ont finalement cessé. Tout le 26e étage a sombré dans un silence lourd et suffocant. Je suis entré dans le bureau en ruine et j'ai ramassé le cadre photo brisé. Sur la photo, la Jeanne d'il y a 10 ans souriait radieusement, debout à côté du mari qu'elle croyait être le sien pour toujours. Je l'ai posé face contre terre sur le bureau et je suis sorti. Dehors, par les fenêtres vitrées, l'aube parisienne se levait à peine. Elle était pâle, mais indéniablement claire. Une longue nuit sombre s'était terminée. Mais le véritable procès de la famille Dubois ne faisait que commencer. 3 mois après le jour où Louis a été emmené menotté du 26e étage, les accusations fédérales sont tombées. Les contrats de fourniture gonflés, l'argent illicite circulant par fourniture Apex, les 2 devantures de magasins à Paris au nom d'Hélène. L'appartement de luxe de Chloé à Saint-Germain-des-Prés et la conspiration de chantage impliquant la maison de ma défunte mère à Saint-Ouen ont tous été formellement versés au dossier fédéral. J'ai toujours pensé que le voir comparaître devant un juge rendrait mon cœur plus léger, mais non. Le jour où le procès a commencé, j'étais assise dans la galerie réservée aux victimes. En regardant Louis dans sa tenue de prisonnier défraîchi, les cheveux coupés courts, le visage creusé. Je ne ressentais qu'un vide glacial et immense dans ma poitrine. Cet homme était autrefois tout mon monde. Maintenant, il n'était plus qu'une leçon incroyablement coûteuse. Il s'est retourné et m'a regardé. Ses yeux ne contenaient plus le désespoir maniaque de ce matin-là au bureau. Il n'y avait que de l'épuisement pur et un désespoir absolu. Il a murmuré mon nom. Je l'ai regardé avec un détachement serein et je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler ainsi. Il a baissé la tête. Hélène était assise au rang derrière lui, pleurant jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Elle ne portait plus ses colliers de perles ni ses chemisiers en soie coûteux. Elle n'avait plus l'arrogance hautaine de la belle-mère qui m'avait un jour pointé du doigt et maudit mon infertilité. Les 2 devantures de Manhattan ont été saisies par le parquet national financier. Le domaine de Versailles a été repris en vertu de notre accord légal. Ses comptes de fiducie ont été gelés pour aider l'enquête fédérale sur l'argent blanchi. Pour la première fois de sa vie, elle a compris la terreur pure de perdre des choses qu'elle croyait siennes à jamais. Chloé a témoigné contre eux. Elle portait une simple blouse blanche, sans maquillage, les yeux gonflés. Elle a admis avoir reçu l'argent, l'appartement, et avoir gardé les courriels et les enregistrements par peur que Louis l'abandonne. Lorsque le procureur fédéral lui a demandé si elle savait que les fonds étaient liés à un détournement de fonds de l'entreprise, elle est restée silencieuse pendant longtemps avant d'éclater en sanglots. Elle a avoué qu'elle savait, mais elle a dit qu'elle était avide.
Elle pensait que tant qu'elle était aimée, c'était suffisant. Et finalement, elle garderait tout. Je l'ai écoutée sans ressentir de colère. Les gens ne tombent généralement pas à cause d'un seul moment de faiblesse. Ils tombent parce qu'ils ferment les yeux et continuent de marcher même après avoir vu la falaise. Le procès a duré plusieurs jours. Louis a été reconnu coupable de fraude électronique fédérale, de détournement de fonds, de destruction de preuves et de faux. Robert de Fourniture Apex a également été condamné. Hélène a été inculpée en tant que complice pour avoir reçu et dissimulé des biens volés. Quant à moi, une fois que tout a été dit et fait, j'ai signé les papiers du divorce par un après-midi pluvieux et calme. Le papier était si fin, pourtant il m'a coûté 10 ans, un enfant qui n'a jamais eu la chance de naître, et d'innombrables nuits blanches de culpabilité pour enfin le signer sans que ma main ne tremble. Maître Leclerc était assis en face de moi et a dit doucement, « C'est fait, mademoiselle Moreau. » J'ai regardé par la fenêtre. La pluie traçait de longues traînées floues sur la vitre. « Oui, c'est fait, » ai-je répondu. Mais au fond de moi, je savais que ma vie n'était pas définie par un décret de divorce finalisé. Moreau Holdings, après avoir enduré une douloureuse purge, s'est progressivement stabilisé. J'ai remanié le service financier, nommé une nouvelle équipe exécutive, ordonné des audits publics transparents et restauré l'intégrité de l'entreprise. Les employés qui avaient été terrifiés et confus ont commencé à retourner travailler avec une confiance sincère dans leurs yeux. Un matin, en entrant dans le hall, la réceptionniste a légèrement baissé la tête. « Bonjour, mademoiselle Moreau. » Pas Madame Dubois, juste Jeanne Moreau. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que mon nom était suffisant. Pour l'anniversaire du décès de ma mère, j'ai apporté un bouquet de lys blanc au cimetière de Passy. Je me suis agenouillée devant sa tombe et j'ai posé ma main sur la froide pierre tombale. « Maman, je suis désolée. Je les ai laissés utiliser ton amour pour moi pour me menacer. Mais j'ai tout repris. Ton héritage, ton honneur et ma propre vie. J'ai tout récupéré. » Le vent a bruissé à travers les pins, caressant mes cheveux comme une main douce. Je n'ai pas pleuré. Ou peut-être que mes larmes avaient séché il y a longtemps. Tout ce qui restait était un sentiment de paix profondément ancré. En rentrant en voiture, je suis passé devant le bâtiment de Moreau Holdings. Le soleil de fin d'après-midi frappait le logo de l'entreprise, le faisant briller comme une cicatrice qui guérissait enfin. Je me suis tenu dans le hall et j'ai pris une lente et profonde inspiration. Il y a 10 ans, j'ai construit cet endroit par amour. 10 ans plus tard, je l'ai gardé pour moi. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Maître Leclerc. Le tribunal avait prononcé une lourde peine fédérale pour Louis. David m'a demandé si je voulais intenter une action civile distincte pour des dommages supplémentaires. J'ai fixé le texte pendant longtemps avant de répondre, suivez simplement la loi. Je n'ai plus besoin de vengeance. Je voulais seulement la justice. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert les portes du balcon. Paris la nuit était toujours bruyante, toujours lumineuse, et toujours entièrement indifférente à la souffrance de tout individu. Mais cette indifférence même me rappelait que la vie avance toujours. Ceux qui trahissent paieront le prix, et ceux qui sont brisés doivent apprendre à revivre. Non pas pour prouver leur force à qui que ce soit d'autre, mais pour ne plus jamais se trahir eux-mêmes.